Chapitre 1. Le meurtre à la lueur des bougies. C'était une soirée baignée d'élégance et de malaise. Les lustres du domaine de Langford brillaient d'un or doux, projetant un doux miroitement sur le parquet en acajou poli et la longue table à manger habillée de nappes blanches. 12 convives étaient assis à la lueur constante des bougies, leur rire délicat mais prudent, leur sourire masquant un mécontentement intérieur. À la tête de la table présidait Lady Evelyn Langford, une veuve à la grâce raffinée dont le charme masquait une volonté de faire. Elle avait réuni ses connaissances les plus proches pour ce qu'elle appelait un souper de réconciliation, bien qu'aucun des présents ne puisse dire précisément ce qui était en train d'être réconcilié. Un cousin lésé, une dette non réglée, ou peut-être les rumeurs selon lesquelles le testament de son défunt mari avait laissé plus de questions que de réconfort. Quelle que soit la vérité, une faible tension flottait sous l'argenterie et le cristal. Les bougies s'éteignirent lorsque la musique cessa, et une dispute, étouffée mais vive, éclata dans la salle de musique attenante. Les invités échangèrent des regards nerveux. Aucun ne voulut prêter attention à ce qu'ils entendaient. Mais lorsque les lumières vacillèrent et que le majordome, Monsieur Cray, entra, pâle comme le linge, toute prétention s'effondra. Lady Evelyn Langford était morte, effondrée au piano, la main tendue vers une bougie tombée, qui avait brûlé le tapis sans prendre feu. Son visage ne portait aucune marque, aucune blessure, et pourtant ses yeux étaient vaguement grands ouverts, fixant l'obscurité avec la clarté particulière d'une personne récemment décédée. Une fine traînée de vin luisait sur sa robe, non pas renversée, mais dégoulinante, comme tombée d'en haut. La consternation régnait. Monsieur Cray fit immédiatement appeler le gendarme, mais ce fut le docteur Julian Reddick, l'un des convives, qui se pencha près du corps. « Aucun signe de lutte », murmura-t-il. « Pas de pouls non plus. Une crise cardiaque soudaine, peut-être. Quoique... » Sa voix s'éteignit. Quelque chose dans la position de sa main gauche le troubla, sans qu'il puisse dire pourquoi. À minuit, des murmures emplissaient les couloirs. L'avocat de Lady Langford était attendu le lendemain matin avec un Nouveau Testament. Son neveu était sur le point d'hériter, mais sa compagne, une jeune femme nommée Céleste Moreau, passait pour son héritière favorite. La maison devint un labyrinthe de suspicions. Lorsque l'inspecteur Faraday arriva le lendemain matin, la salle à manger sentait encore légèrement la cire éteinte. Il jeta un coup d'œil aux invités, le médecin, le neveu, le compagnon, le majordome, les 2 amis de la haute société et le pianiste, et soupira. Un tragique accident, j'ose le dire, mais ces grandes maisons ont le don de nourrir les secrets. Il était sur le point de mettre un terme à l'affaire lorsqu'une voix claire et à l'accent exquis se fit entendre depuis la porte. « Pardon, monsieur l'inspecteur, mais puis-je vous suggérer de retarder un peu votre conclusion ?» Tous les regards se tournèrent. Un petit homme impeccablement vêtu se tenait là, une canne à la main, un léger sourire amusé aux lèvres. Sa moustache, symétrique et brillante, semblait attirer l'attention autant que ses yeux gris perçants. « Hercule Poirot », annonça-t-il doucement. « Je me trouvais par hasard dans le coin quand j'ai appris la terrible nouvelle, et quelque chose, comment dire, m'a dit que ce n'était pas une mort qui s'expliquait par le hasard. » L'inspecteur Faraday fronça les sourcils. « Il n'y a aucun signe d'acte criminel. »« Ah » dit Poirot en s'avançant pour observer la bougie tombée, la tache sur le tapis et le verre de vin intact encore près de la main de Lady Langford. « Mais parfois, mon ami, le signe est dans ce qui est passe voilà. Dites-moi, quelqu'un a-t-il remarqué l'ordre des bougies avant que les lumières ne vacillent ?» Silence. Les yeux de Poirot brillèrent. « Non ? Alors on pourrait peut-être commencer par ça, car je vois déjà que quelque chose a été soigneusement arrangé, et encore plus soigneusement retiré. » Chapitre 2. Les invités du domaine de Langford. Le lendemain matin, une lumière pâle et incertaine perçait les lourds rideaux du domaine de Langford.
Le monde extérieur était enveloppé d'une brume, celle qui brouillait les pelouses et donnait l'impression que même les statues observaient en silence. À l'intérieur, la maisonnée s'agitait au rythme incertain de ceux qui ont assisté à la mort, mais qui hésitent encore entre le deuil et la défense. Hercule Poirot, impeccable même à l'aube, était assis dans le petit salon, une tasse de café serrée et une assiette de toast beurré posée avec précision devant lui. Il avait déjà traversé le hall et la salle à manger avec la grâce tranquille d'un homme mesurant des motifs invisibles. Les invités, un par un, étaient rassemblés à la demande de l'inspecteur Faraday. Aucun n'avait bien dormi. Le colonel Edmund Langford, neveu du défunt, entra le premier, un homme grand, à la mâchoire carrée et à la raideur d'un homme habitué à commander. Son chagrin était formel, son sang-froid impressionnant. Pourtant, Poirot remarqua le léger tremblement de la main droite de l'homme lorsqu'il accepta une tasse de thé des mains du majordome. « Ma tante était une femme redoutable, » dit-il sèchement. « Je ne peux imaginer qui pourrait lui vouloir du mal, si tant est qu'il y ait eu du mal. »« Formidable ?» demanda doucement Poirot en inclinant la tête. « Tu veux dire qu'elle inspirait le respect ou la peur ?» Le colonel hésita. Un peu des deux peut-être. Elle aimait le contrôle, aimait aussi rappeler aux gens où ils se trouvaient dans ses bonnes gosses grasses. Poirot hocha simplement la tête, son expression indéchiffrable. « Et hier soir, tu t'es disputé avec elle, n'est-ce pas ?» La mâchoire du colonel se crispa. J'ai haussé le ton, rien de plus. Ma tante avait modifié son testament, du moins c'est ce qu'elle laissait entendre. Elle refusait de dire en faveur de qui. Une dispute absurde autour du dîner, c'est tout. Poirot sirota délicatement son café. Les disputes au dîner s'arrêtent rarement au dessert, mon colonel. Elles persistent, comme un arrière-goût. La suivante à entrer fut Céleste Moreau, la dame de compagnie et secrétaire de feu Lady Langford, une femme d'une vingtaine d'années, à l'attitude posée et habituée à être ignorée. Ses yeux étaient au rouge, mais alertes. « Madame a été gentille avec moi, » dit-elle doucement lorsqu'on l'interrogea. « Elle m'a donné du travail, un toit et de la confiance. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un... » Elle s'interrompit, reprenant son souffle. « Oh mon Dieu, c'est insupportable. » Poirot l'étudia attentivement. « Vous êtes française, mademoiselle ?»« À moitié française, » corrigea-t-elle, une pointe de fierté dans la voix. « Mon père était anglais, ma mère parisienne. »« Et hier soir, pendant le dîner, avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel ?» Céleste hésita. Si seulement madame semblait distraite. Elle a joué du piano après le repas. Elle disait que ça l'aidait à réfléchir. Je lui ai apporté du vin de la table à manger. Mais elle y a à peine touché. Les lumières ont clignoté peu après. Je suis allé chercher le majordome. À mon retour, elle était tombée. Poirot se pencha en avant. Le vin, mademoiselle, tu l'as versé toi-même. Oui. De la carafe? Elle fronça les sourcils. Non, celui de la bouteille à table. Madame préférait le Bourgogne. Poirot émit un petit bruit pensif. Très bien. Et la bouteille, elle reste? Je crois que oui. En quittant la pièce, Poirot se tourna vers l'inspecteur Faraday. Il faut absolument voir cette bouteille, mon ami, mais d'abord les autres. Le docteur Julian Reddick était le suivant, un homme intelligent aux yeux fatigués, qui se tenait avec l'air de quelqu'un qui s'excuse éternellement pour l'humanité. « Je l'ai examiné hier soir, » dit-il d'une voix ferme. Aucun traumatisme visible, une insuffisance cardiaque semblait être la seule explication. Elle n'était pas jeune et avait connu des épisodes d'évanouissement ces derniers mois. « Ah !» murmura Poirot. « Et vous m'avez prescrit quelque chose contre ces malaises, peut-être ?» Les lèvres de Reddick s'amincirent. Juste un léger sédatif, rien de plus. Le regard de Poirot s'aiguisa. Un sédatif, oui, mais pas administré hier soir. Non, répondit fermement le médecin. Je ne donne jamais ce genre de choses lors de réceptions.
Je n'avais aucune raison de le faire. Alors quelqu'un d'autre, peut-être, avait une raison, dit doucement Poirot. Reddick fronça les sourcils. Si tu parles de poison, je n'en ai vu aucun signe. Il n'y avait aucune amertume, aucune décoloration des lèvres. Poirot sourit faiblement. Ah, docteur, vous ne pensez qu'à ce qui frappe les yeux, tandis que moi, je pense à ce qui trouble l'âme. Le pianiste, monsieur Félix Darrow, fut le suivant, un jeune homme nerveux aux doigts tachés d'encre et au regard inquiet. Il avait été engagé pour jouer la musique du souper et se retrouva désormais témoin réticent. Elle m'a demandé de jouer quelque chose de doux, dit-il. Quelque chose qui lui plairait. J'ai joué. Clair de lune, puis elle m'a arrêté, m'a demandé le silence. La bougie à côté d'elle vacillait étrangement. Un instant plus tard, elle a soupiré, comme quelqu'un qui dévoile un secret, et elle est partie. Poirot le regarda attentivement. « Tu as remarqué la bougie qui vacillait. Laquelle, monsieur ?» « Celui le plus proche de sa main gauche, » répondit aussitôt le pianiste. Il y avait un courant d'air, je crois. La fenêtre était légèrement entr'ouverte. Poirot haussa les sourcils. « Et qui l'a ouvert ?»« Je ne sais pas. Elle était déjà entr'ouverte quand je suis entré. » Les autres invités, Madame Pembroke, une commère trop parfumée, et Monsieur Alder, un financier dont le rire ressemblait à une toux, ne furent guère utiles. Tous deux affirmèrent avoir discuté au bout de la table lorsque les lumières s'éteignirent, sans se rendre compte de la dispute ni de la flamme vacillante de la bougie. Une fois tous les mots prononcés, Poirot retourna dans la salle à manger. La table était toujours dressée comme auparavant. Si les domestiques avaient débarrassé les assiettes, les verres et les bougies étaient pour rester intacts à sa demande. Il observa la scène en silence. Son regard s'attarda sur la cire fondue qui s'était accumulée sur le côté droit de la nappe, puis sur la légère trace de brûlure laissée par la bougie tombée près du piano. Le verre à vin était toujours là, le vin à l'intérieur un peu plus foncé que la veille. Il le porta doucement à son nez, renifla et fronça les sourcils. L'inspecteur Faraday observait avec impatience. Alors, quelque chose ? Poirot reposa son verre avec précaution. « Tout, » dit-il simplement. « Voyez-vous, inspecteur, la mort est souvent impolie. Elle n'attend pas qu'on l'invite. Pourtant, hier soir, LMAS elle est venue avec la plus grande politesse. Elle a attendu que les bougies s'éteignent, que la conversation s'apaise, que Madame Langford soit seule. C'est, à mon avis, une mort trop polie. » Faraday soupira. « Vous parlez par énigme, monsieur Poirot. » Poirot sourit. « Mais non, je ne parle que de ce que j'observe. Dites-moi, qui a tiré les rideaux après le souper ? Le majordome, je crois. Alors nous allons demander à monsieur Cray de se joindre à nous. Je pense qu'il est temps de parler à l'homme qui a servi le vin et qui, peut-être sans le savoir, a servi quelque chose de complètement différent. » Tandis que la brume commençait à se dissiper, le reflet de Poirot miroitait faiblement dans l'argenterie polie. Son expression était calme, mais ses yeux brûlaient de curiosité. Quelque part dans cette pièce, parmi les bougies, le vin et les mensonges discrets, la vérité attendait, patiemment comme toujours, d'être découverte. Chapitre 3. Des ombres parmi les serviteurs. Le majordome, monsieur Cray, entra avec la même précision silencieuse qui marquait chacun de ses mouvements. C'était un homme grand et mince d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants soigneusement séparés et au visage sculpté par des années de discrétion. Son manteau noir était parfaitement repassé, sa voix était parfaitement mesurée, avec le ton du respect. Pourtant, sous cette apparence de service calme, Hercule Poirot percevait quelque chose de vaguement fragile, comme si l'homme était un instrument finement accordé, trop longtemps soumis à l'attention. « Vous souhaitiez me voir, monsieur ?» demanda Cray en joignant ses mains gantées devant lui. Poirot hocha gravement la tête. « Oui, monsieur Cray, c'est vous qui avez servi le vin au dîner hier soir, n'est-ce pas ? » « Oui, monsieur. J'ai ouvert et servi chaque bouteille moi-même. »
Pour Lady Langford également. Le majordome hésita une fraction de seconde, mais pour Poirot, ce fut suffisant. Oui, dit-il enfin. Je lui ai servi son verre, et je l'ai placé près du piano lorsqu'elle a demandé à être seule. Elle adorait le Bourgogne. Poirot le regarda avec une légère curiosité, un goût exquis, et pourtant, j'ai cru comprendre qu'il y avait deux sortes de Bourgogne hier soir. L'un de la cave Langford, l'autre offert par l'un des invités. Vous souvenez-vous lequel elle a bu? Les yeux de Cray vacillèrent. De la réserve, monsieur. L'autre bouteille n'était pas ouverte. Pas ouvert, répéta doucement Poirot. Et pourtant, j'ai trouvé le bouchon sur le buffet ce matin. Curieux, non? Le maître d'hôtel perdit son sang-froid. Sa voix se crispa légèrement. Peut-être qu'un des invités l'a examiné, monsieur. Je ne peux pas le dire. Poirot sourit. Un sourire doux et entendu qui ne manquait jamais de déstabiliser aussi bien les coupables que les innocents. Très bien, nous reviendrons sur cette question tout à l'heure. Il se leva et commença à déambuler lentement dans la salle à manger, les mains jointes dans le dos. « Dites-moi, monsieur Cray, vous êtes au service de Lady Langford depuis de nombreuses années. »« 23, monsieur. » Et durant ces années, vous avez vu beaucoup de changements dans la maison, n'est-ce pas? Des départs de personnel, des amis perdus et gagnés, des disputes familiales peut-être? L'expression de Cray ne changea pas, mais une ombre passa sur ses yeux. Lady Langford était une femme déterminée. Sa famille Poe ne partageait pas toujours ses opinions, mais elle était généreuse envers ceux qui lui étaient fidèles. Poirot s'arrêta près de la table, examinant la trace de brûlure laissée par la bougie tombée. « Généreux », murmura-t-il. « Et pourtant, la générosité peut parfois acheter du ressentiment plutôt que de la gratitude. Était-ce le cas ici, peut-être ?» Le majordome serra les lèvres. « Si vous me demandez si Lady Langford avait des ennemis sous son toit, monsieur, je ne saurais le dire. Ce n'est pas à moi d'en juger. » Poirot se retourna brusquement. « Ah, mais c'est là que tu te trompes. Mon ami un serviteur voit tout, juge tout, mais il le fait en silence. C'est le silence, et non l'observation, qui lui vaut sa position. » Cray détourna le regard. « Vous êtes un homme astucieux, monsieur Poirot. » »« En effet. Et la perspicacité me dit que quelque chose vous trouble, quelque chose que vous souhaitez dissimuler. » Poirot s'approcha, baissant la voix. « Hier soir, lorsque vous êtes entré dans le salon de musique et avez trouvé Lady Langford, vous avez semblé effrayé, certes, mais pas surpris. Pourquoi ?» Cray déglutit. « Parce que l'électricité était tombée en panne, monsieur, et j'ai cru un instant que le feu s'était propagé à partir de la bougie. » Le regard de Poirot s'attarda sur lui un long moment, pensif, avant qu'il hoche la tête. « Vous pouvez partir, monsieur Cray, pour l'instant. » Une fois le majordome parti, l'inspecteur Faraday poussa un soupir audible. « Vous perdez votre temps, Poirot. Cet homme est dévoué à sa famille, sans mobile, sans profit. » Poirot leva un doigt délicat. « Peut-être pas. Mais quant à la dévotion, elle peut prendre des formes étranges. Ne nous décidons pas trop tôt, mon cher ami. C'est un péché capital de détective. » Faraday fronça les sourcils, mais ne dit rien. Poirot, quant à lui, reporta son attention sur la table. Il compta les chandeliers à voix haute. 6 au centre, un à chaque extrémité. Et pourtant, murmura-t-il, Lady Langford a été retrouvée près du piano et non à table. Comment alors une bougie a-t-elle pu arriver jusque-là? Était-elle portée par elle-même ou par quelqu'un d'autre? Il s'accroupit pour examiner de plus près la trace de brûlure sur le tapis. La forme de la brûlure était étroite et précise, pas celle, large et irrégulière, d'une bougie renversée par accident. Elle était tombée à la verticale, comme posée délibérément. Poirot se leva. « Il y a de l'art dans ce crime, inspecteur. Quelqu'un a arrangé la scène pour qu'elle paraisse paisible, voire élégante, dans la mort. »« De l'art ?» s'exclama Faraday d'un ton moqueur. « On dirait un accident. » »« Exactement. » Les Saint-Pédémias en yeux de Poirot brillèrent. « C'est pour ça que ce n'en est pas un.
Ils furent interrompus par l'entrée de Céleste Moreau, pâle et tremblante. « Monsieur Poirot, dit-elle d'une voix à peine assurée, vous m'avez demandé d'apporter la bouteille de Bourgogne. » Elle la lui tendit, l'étiquette légèrement tachée par la manipulation. Poirot le tint à la lumière, examinant le seau et le bouchon. « Ceci, dit-il, a bel et bien été ouvert, mais remarquez, le bouchon a été réenfoncé, très légèrement, comme si quelqu'un a voulu cacher qu'il avait été falsifié. » Faraday se pencha. « Tu penses que le vin était empoisonné ?» Poirot secoua la tête. « Non, ou plutôt banate, pas au sens habituel du terme. Je pense que le vin a été utilisé comme un moyen et non comme une arme. Remarquez, le verre de Lady Langford est plus foncé que le vin dans cette bouteille. Un peu d'encre peut-être, ou une goutte de teinture mélangée après le service. On peut changer la couleur, mais pas le parfum. Une méthode subtile et des plus théâtrales. » Céleste parut horrifiée. Mais qui a pu faire une chose pareille? Poirot la regarda avec bienveillance. « On verra bien, mademoiselle. Dites-moi, quand vous avez apporté le vin au piano, qui d'autre était dans la pièce ?»« Seulement madame elle-même et monsieur Darrow, le pianiste, » répondit Céleste. Il terminait son morceau. Je me souviens qu'il avait l'air assez nerveux. « Nerveux, oui, » dit Poirot pensivement. « Les artistes le sont souvent lorsqu'ils se produisent devant des spectateurs qui n'applaudissent pour pas. Mais sa nervosité venait peut-être de quelque chose de plus immédiat. » Céleste fronça les sourcils. « Tu le soupçonnes ?» Poirot haussa légèrement les épaules. « Je soupçonne tout le monde jusqu'à ce que leur innocence se révèle plus forte que leurs mensonges. » Lorsqu'elle fut partie, Poirot se tourna de nouveau vers la fenêtre. Le loquet était entr'ouverte, comme le pianiste l'avait dit. Dehors, la brume se dissipait, révélant le vaste jardin en contrebas. Une traînée de pas marquait la rosée, faible, irrégulière, comme si quelqu'un était sorti précipitamment pendant la nuit. « Inspecteur, » dit doucement Poirot, « demandez à vos hommes de suivre ces traces, voyez où elles mènent. » Faraday fit signe à un agent de police. « Et s'ils ne mènent à rien ?»« Alors ils mènent à la vérité, » dit Poirot calmement. « Même le néant raconte une histoire. » Lorsque la pièce fut à nouveau vide, Poirot se tint devant le miroir au-dessus de la cheminée. Il observa son reflet, la moustache luisante, la cravate parfaitement nouée, la légère trace de suie sur sa manchette. Avec un mouchoir, il l'essuya en murmurant « L'ordre, toujours l'ordre. Même dans la mort, il se révèle à ceux qui le regardent. » Il se retourna une dernière fois vers la pièce. Chaque objet, les bougies, le verre, la trace de brûlure, semblait désormais lui parler par fragments discrets. « Bien, » se murmura-t-il. L'image se précise, mais le cadre reste incertain. Nous avons la lumière, le vin et l'ombre, mais la main qui les a disposés, ah, cela, nous ne l'avons pas encore vu. Et tandis que midi sonnait à l'horloge du parquet, un cri retentit dans le couloir. Aigu, surpris, indubitable, Poirot releva la tête et plissa les yeux. « Mon Dieu !» dit-il doucement. « Il semblerait que notre pièce ne soit pas encore terminée. » Chapitre 4. La deuxième découverte. Le cri résonna dans le couloir tel un frisson, rompant le silence de Langford Estate. Poirot fut le premier à bouger, rapidement, mais avec une précision maîtrisée, ses chaussures cirées claquant doucement sur le parquet. L'inspecteur Faraday le suivit en murmurant un juron, tandis que l'agent devant lui criait « Par ici, monsieur, ça vient de l'aile ouest !» Ils atteignirent en mad le couloir supérieur, où Céleste Moreau se tenait tremblante devant une porte entr'ouverte, les mains sur la bouche. « C'est monsieur Darrow, » murmura-t-elle. « Il est là-dedans. » Poirot la dépassa doucement et entra dans la pièce. Les stores étaient à moitié tirés, la faible lumière de midi éclairant la moquette en fines rayures. Félix Darrow, le pianiste, était assis au bureau, affalé en avant, la tête appuyée sur ses bras croisés, les cheveux noirs couverts de sueur.
Une petite fiole renversée reposait à côté de lui, et l'odeur caractéristique des amandes amères flottait dans l'air. Faraday se pencha aussitôt vers lui. « Seigneur, encore un. » Il renifla prudemment en grimaçant. « Du cyanure, je parie, le même que le tonique qu'il disait utiliser pour ses nerfs. » L'expression de Poirot resta inchangée. Il s'approcha, ajustant le bras de l'homme de ses doigts gantés. Le corps était encore chaud. Il est mort depuis peu, peut-être 1 heure, pas plus. Céleste frissonna. Je suis venu lui apporter du thé. Il n'a pas répondu. Je croyais qu'il dormait. Poirot murmura doucement. Non, mademoiselle, il dort, oui, mais d'un sommeil éternel, et peut-être pas un sommeil paisible. Il se tourna vers le petit plateau près du banc du piano. Une tasse intacte, une soucoupe ébréchée sur le bord, et en dessous, un morceau de parchemin plié, légèrement humide, là où il avait été caché sous la tasse. Poirot le déplia soigneusement. Sur le papier, écrits à la hâte, se trouvaient là les mots ci-bas suivants. « Je ne peux plus le supporter. Pardonne-moi. Dis-lui que je ne voulais pas lui faire de mal. » Faraday hocha la tête d'un air sombre. « Eh bien, voilà une confession suffisante, n'est-ce pas? Culpabilité et honte, des signes classiques. Il s'est empoisonné après avoir tué Lady Langford. » Poirot ne répondit pas. Son regard s'attarda sur les mots, puis sur la tache d'encre à la fin de la dernière ligne. « Curieux, murmura-t-il. L'écriture est instable, certes, mais l'encre, elle est humide sur les bords, sèche au centre. Cela suggère qu'elle a été écrite il y a quelque temps, puis humidifiée volontairement, peut-être pour paraître fraîche. » Faraday fronça les sourcils. « Tu veux dire que c'est un faux ? » ?»« Je veux dire, dit Poirot, que sa fraîcheur est une illusion, comme tout le reste dans cette maison. » L'agent de police parut perplexe. « Mais pourquoi falsifier une lettre de suicide? Pour faire croire que le pianiste s'est suicidé par culpabilité ?»« Exactement, répondit Poirot. C'est la solution la plus simple, et donc la plus pratique. » Il s'approcha de la fenêtre et examina le loquet. Il était verrouillé de l'intérieur, mais une légère trace de suie maculait le rebord. Poirot l'effleura délicatement d'un doigt ganté. « Encore de la suie ?» dit-il pensivement, provenant peut-être d'une bougie ou de quelque chose qui avait brûlé à proximité. « Dites-moi, inspecteur, avez-vous remarqué comme l'odeur de fumée et celle d'amande, la mort et le feu, nous suivent d'une pièce à l'autre ?» Faraday gémit. « Vous et vos métaphores. Pour moi, c'est simple. Lady Langford meurt mystérieusement, le pianiste panique, puis se suicide. Affaire classée. »« Ah !» répondit doucement Poirot. « Mais il faut se demander pourquoi le pianiste panique. Pourquoi maintenant, après une nuit paisible? Si la culpabilité l'a poussé au désespoir, c'est un désespoir bienvenu et bienvenu. » Céleste, toujours pâle, s'avança. « Monsieur Darrow était gentil, monsieur. Nerveux, certes, facilement effrayé, mais pas cruel. Il ne ferait jamais de mal à Madame Langford. » Poirot la regarda doucement. « Alors peut-être, mademoiselle, il a blessé quelqu'un d'autre, ou on lui a fait croire qu'il l'avait fait. » Elle parut perplexe, mais Poirot n'en dit pas plus. Il s'agenouilla de nouveau près du bureau, examinant la petite fiole en verre. Elle portait une étiquette presque insignifiante, presque déchirée, cyanure de potassium. Une marque de chimiste subsistait en lettres délavées. Pharmacie Reddick, Harrogate, les yeux de Poirot, brillèrent de reconnaissance. « Docteur Julian Reddick, dit-il doucement. Notre bon médecin qui a prescrit des sédatifs à la maîtresse de maison. Et maintenant, on retrouve son nom ici, sur une bouteille de mort. » Faraday renifla. « Coïncidence, cet homme était médecin, il doit avoir du matériel. » « En effet, dit Poirot, mais il ne faut pas négliger le poids moral de la coïncidence, mon ami. D'après mon expérience, coïncidence est simplement le mot que nous utilisons lorsque le schéma nous échappe. » Poirot se leva et lissa son gilet.
Faites enlever le corps avec précaution, et personne ne doit quitter la propriété avant que je n'ai reparlé à chacun. 2. 2 morts en une nuit. Non, je ne crois pas à une telle générosité du destin. Cet après-midi-là, l'atmosphère à Langford Estate s'épaissit d'angoisse. Le salon, autrefois lieu de rire, était désormais empli de murmures et d'inquiétudes. Poirot se déplaçait parmi les invités tel un chirurgien parmi les blessés, chaque mot étant un scalpel. Le colonel Langford fut le premier rappelé. Il paraissait las, son calme habituel terni par l'insomnie. « C'est de la folie, Poirot, dit-il. D'abord ma tante, maintenant ce pauvre musicien. Si vous avez une théorie, je vous prie de la formuler franchement. » Le regard de Poirot était calme. En clair, je ne crois pas que ces morts soient sans rapport. Mais ce n'est pas la culpabilité qui les lie, c'est une orchestration. Le colonel fronça les sourcils. Orchestration? Oui. À design, mon colonel. Quelqu'un dirige cette maison comme une symphonie, une note de mort menant gracieusement à la suivante. Alors, au nom de Dieu, qui est le chef d'orchestre? La moustache de Poirot tressaillit. Voilà, mon ami, la question. Mais vous me pardonnerez si je ne réponds pas avant d'avoir entendu la mélodie en entier. Puis vint le docteur Reddick. Son calme avait laissé place à l'agitation. Poirot, j'ai appris la mort de Darrow. Terrible affaire. Cet homme a dû voler ce cyanure dans ma trousse. J'en ai utilisé de petites quantités pour des tests en laboratoire. Ah, dit Poirot, alors la bouteille était à toi. Quelle négligence, docteur, pour laisser un tel danger à portée de main. Reddick rougit. Il était sous clé. J'ai vérifié ce matin. Le tiroir a été forcé. Le regard de Poirot s'aiguisa. Forcé, dites-vous, et pourtant vous ne l'avez pas signalé. Je pensais que c'était sans importance, murmura Reddick, jusqu'à maintenant. Poirot hocha la tête pensivement. Vous voyez, docteur, dans chaque crime, il y a un rythme. D'abord un acte, puis un silence. D'abord une serrure brisée, puis une vie ôtée. Vous devez m'aider à déterminer lequel est arrivé en premier. Finalement, Poirot demanda à nouveau la présence de M. Cray. Le majordome entra d'un pas raide, les yeux baissés. « Vous souhaitiez me revoir, monsieur ?»« Oui, mon cher Cray. Dites-moi, c'est vous qui avez préparé le plateau du petit déjeuner de M. Darrow ce matin ?»« Oui, monsieur. Mais je ne l'ai pas porté moi-même. J'ai demandé à la servante, Lucie, de le prendre. » Poirot hocha lentement la tête. « Et le thé, qui l'a servi ?» Cray parut perplexe. « La servante, j'imagine. » L'expression de Poirot devint grave. « Alors, trouvez cette servante immédiatement. Il semble que sa mission se soit soldée par un décès. » Le majordome pâlit et s'éloigna précipitamment. Poirot se tourna vers Faraday. « Nous abordons maintenant le cœur du problème, mon ami. La question n'est pas de savoir qui a versé le poison, mais qui, destiné qu'il soit bu par un autre. » Faraday se frotta les tempes. « Tu veux dire ?» Poirot leva le doigt. « Je veux dire, inspecteur, je soupçonne que M. Darrow n'était pas l'empoisonneur, mais la victime désignée. » Les mots flottaient dans l'air, froids et lourds. Dehors, le brouillard était revenu, rampant sur les pelouses, comme si la maison elle-même exhalait des secrets. Poirot s'approcha de la fenêtre, son reflet pâle sur la vitre. « La mort, dit-il doucement, est un instrument précis. Elle ne joue que les notes qui lui sont destinées. Mais quelqu'un, je crois, a modifié la partition. » Et tandis que le tonnerre murmurait faiblement au loin, les yeux de Poirot se rétrécirent, avec la certitude que la symphonie de tromperie était loin d'être dans son mouvement final. Chapitre 5. Le secret de la servante. Les couloirs du domaine de Langford étaient alors devenus plus froids le soir venu, comme si la maison elle-même regrettait la paix fragile d'autrefois. Dehors, le brouillard s'épaississait en un épais voile, pressant les fenêtres et étouffant tous les bruits à l'intérieur.
Hercule Poirot se tenait près de l'âtre de la bibliothèque, les mains soigneusement jointes derrière le dos, l'air pensif. Les flammes peignaient son visage d'un or changeant, et pourtant son regard, vif, calculateur, doucement embrasé, ne manquait rien. L'inspecteur Faraday entra brusquement, ses bottes résonnant sur le sol de marbre. « On a retrouvé la femme de ménage, » dit-il. Dans le couloir de la buanderie, elle pleurait à chaudes larmes. Elle prétend ne rien savoir du thé ni du poison. Dois-je la faire entrer ? Poirot inclina la tête. « S'il vous plaît, voyons ce que les larmes peuvent nous apprendre. » Quelques instants plus tard, Lucie, une petite fille tremblante d'environ 19 ans, se tenait devant eux, les mains tordues dans son tablier. Ses yeux étaient rouges et gonflés, et sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. « Je ne voulais pas faire de mal, monsieur, je le jure. J'ai juste fait ce que monsieur Cray m'a dit. »« Ah, dit doucement Poirot, c'est donc monsieur Cray qui vous a donné le plateau ? » ?»« Oui, monsieur. Il a dit que monsieur Darrow ne se sentait pas bien et qu'il voulait qu'on lui apporte du thé immédiatement. Il l'a servi lui-même et m'a dit de ne pas en renverser une goutte. » Faraday haussa les sourcils. Cray l'a versé lui-même. « Oui, monsieur, » balbutia Lucie. « Et il m'a dit de le prendre discrètement. Il a dit que monsieur Darrow avait un terrible mal de tête et ne voulait pas de visite. » Poirot hocha lentement la tête. « Et avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel, ma petite ? Quelque chose dans la tasse ou sur le plateau ?» Lucie hésita. « Non, monsieur, seulement... » Elle se mordit la lèvre. « Eh bien, quand j'étais à la porte, j'ai cru entendre des voix dans la pièce. Celle de monsieur Darrow et de quelqu'un d'autre. Mais quand je suis entré, il était seul. »« Des voix ?» répéta doucement Poirot. « Celle d'une femme, peut-être ?» Elle hocha la tête, les yeux écarquillés. On aurait dit une voix de femme, douce mais furieuse. Je n'ai pas réussi à déchiffrer les mots. L'expression de Poirot s'accentua. « Merci, mademoiselle. Vous m'avez été d'une grande aide. Ce sera tout pour le moment. » Lorsqu'elle fut partie, Faraday poussa un profond soupir. « Cray a donc préparé le thé. C'est notre homme. Alors, loyauté ou non, les preuves s'accumulent. » Poirot leva une main immaculée, doucement. « Mon ami, on ne voit que la surface. Oui, il a servi le thé. Mais pour qui ? Le pianiste ? Ou quelqu'un d'autre qui pourrait boire plus tard dans la même tasse ?» Faraday fronça les sourcils. « Tu veux dire que ce n'était pas pour Darrow ?» Poirot sourit faiblement. « Réfléchissez, inspecteur. Le thé a été préparé dans le hall des domestiques, transporté par le couloir est et livré dans la chambre de monsieur Darrow. Et si, en chemin, le plateau était détourné, ne serait-ce qu'un instant, par quelqu'un qui connaissait son itinéraire? Le poison ne fait pas de distinction, mais ceux qui le manient, si. » Faraday soupira. « Tu penses qu'Hélas que la véritable cible était toujours Lady Langford ? » Peut-être, ou peut-être pas. Le schéma change comme la fumée. Mais il y a un but, je vous l'assure. » Il se tourna vers la fenêtre, où la brume tourbillonnait contre la vitre comme une dentelle fantomatique. Deux morts, l'une rapide, l'autre mise en scène. Toutes deux à la lueur des bougies, toutes deux près du vin ou du thé, toutes deux marquées par un léger parfum d'amande. C'est l'odeur d'une œuvre soigneusement préparée. À ce moment-là, monsieur Cray entra discrètement, son calme toujours aussi impeccable, même si sa pâleur trahissait un certain malaise. « Vous souhaitiez me revoir, monsieur Poirot ?»« Oui, tout à fait, » répondit Poirot d'une voix douce. « Je crois, monsieur Cray, que c'est vous qui avez servi le thé à monsieur Darrow ce matin. »« Oui, monsieur, » dit Cray. « À sa demande, par l'intermédiaire de mademoiselle Moreau, je ne voulais pas faire de mal. »« Mais oui, je te crois, » dit Poirot d'un ton aimable. « Mais dis-moi, n'y avait-il que du thé dans la tasse ?» Le majordome se raidit. « Bien sûr, monsieur. » Le ton de Poirot s'adoucit, presque bienveillant. «
Voyez-vous, je vous pose cette question parce qu'il y a un léger résidu, quelque chose d'amer, quelque chose qui colle à la porcelaine, même après que le liquide se soit écoulé. Peut-être n'était-il pas là quand vous avez servi le thé, mais plus tard, quand le plateau a été laissé sans surveillance. La bouche de Cray s'ouvrit, puis se referma. J'ai laissé le plateau près de la porte de la cuisine. Quelques instants, monsieur. L'avocat de Lady Langford était arrivé, et je suis allé le retrouver à la grille. À mon retour, le plateau avait disparu. La femme de chambre avait dû le prendre. « Tiens », murmura Poirot. « Alors le plateau est resté sans surveillance pendant combien de temps exactement ?»« Peut-être 5 minutes, monsieur, pas plus. » Poirot hocha gravement la tête. Et à cette époque, n'importe qui aurait pu s'en approcher. Faraday fronça les sourcils. « Un avocat ? Quel avocat ? Je croyais que sa rencontre avec lui était prévue pour demain matin. » Après sa mort, Cray parut incertain. « C'est ce que je croyais aussi, monsieur, mais l'homme a dit qu'il était en avance. Il a laissé une carte. Monsieur Oliver Grant, de Grant & Spencer. » Les yeux de Poirot brillaient. « Accordé, dites-vous ? Un notaire qui arrive tôt pour une lecture de testament et part avant que le corps ne refroidisse. Très ponctuel et très méfiant. » Il se tourna vers Faraday. « Nous devons localiser cet homme immédiatement. Mais avant cela, une dernière question, monsieur Cray. Quand vous l'avez rencontré, avez-vous remarqué s'il portait quelque chose ?» Cray réfléchit un instant. « Une petite sacoche en cuir, monsieur. Il la tenait très fort. » Poirot échangea un regard avec Faraday. « Eh bien, une sacoche qui peut contenir soit des papiers, soit des secrets, tous deux tout aussi dangereux dans cette maison. » Le majordome s'inclina avec raideur et quitta la pièce. Faraday grogna. « Alors maintenant, on court après les avocats ?» Poirot sourit. « En matière d'héritage, mon ami, les avocats sont plus dangereux que les empoisonneurs, et parfois, ils sont les deux. » Il retourna à la cheminée et resta planté devant le feu. Les flammes se reflétaient dans ses yeux, vacillant comme des pensées qui se dessinaient. Imaginez, inspecteur, Lady Langford s'apprêtait à modifier son testament. Son neveu espérait la fortune, sa compagne espérait la faveur, ses domestiques la stabilité. Mais un changement soudain, bouleverse toutes les attentes. Il engendre le désespoir. Faraday croisa les bras. Donc, le mobile, c'est l'argent, comme toujours. Poirot secoua la tête. Non, point argent seul. Non, mon cher, je pense que c'est quelque chose de plus subtil. La fierté, la honte, la peur d'être exposé. Quelque part dans cet enchevêtrement se cache une vérité que l'un d'eux s'est efforcé d'enfouir. Il se retourna tandis que des pas approchaient à nouveau. C'était Céleste, le visage pâle, la voix tremblante. « Monsieur Poirot, il y a quelque chose que vous devriez voir. Je l'ai trouvé dans le secrétaire de madame. » De ses mains tremblantes, elle sortit une petite enveloppe, scellée à la cire, et adressée de la main délicate de Lady Langford. « À ouvrir uniquement en cas de mon décès. » Les yeux de Poirot s'écarquillèrent légèrement. « Ah !» dit-il, presque tendrement. « Les morts parlent plus vite que prévu. » Il brisa le sceau avec une délicate précision. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier, pliée en deux. Dessus étaient inscrites quelques lignes soignées, de la belle écriture en boucle de Lady Langford. « S'il m'arrive quelque chose, je penserai d'abord à ceux qui ont le plus à perdre. Ma mort ne sera pas due à la maladie, mais à une intention, et quelqu'un parmi moi sourira tandis que je tomberai. » Céleste haleta, la main portée à sa bouche. Elle savait. Poirot relut le mot, le regard perdu, pensif. Elle soupçonnait, dit-il doucement. Pas un seul, peut-être, mais plusieurs. Cette lettre est son ultime acte d'ordre. Même dans la mort, Lady Langford organise ses indices. Faraday se pencha. Et maintenant? Poirot plia soigneusement la lettre et la glissa dans sa poche de poitrine. Maintenant, inspecteur, nous continuons d'observer. Le meurtrier est toujours parmi nous, mais il croit que son plan est parfait. C'est là, voyez-vous,
que tout ira mal. Tandis que le vent hurlait faiblement dans les cheminées et que le brouillard se pressait contre les fenêtres, Poirot se tenait immobile près de l'âtre. Les flammes projetaient de longues ombres tremblantes sur les murs, des ombres presque vivantes, murmurant des secrets encore inexprimés. Il murmura « Le jeu se resserre, mon ami. Nous sommes entrés dans un mouvement entre tromperie et révélation. Et bientôt, très bientôt, la note suivante sera jouée. » Chapitre 6. Un visiteur dans le brouillard. La nuit à Langford Estate semblait anormalement longue, comme si le temps hésitait à avancer. Le brouillard s'était épaissi, descendant des landes en flots fantomatiques qui engloutissaient les lampadaires le long de l'allée. À l'intérieur, la maison était plongée dans un silence inquiétant. Chaque craquement des vieilles poutres résonnait comme un murmure, chaque battement de rideau comme le mouvement d'un observateur caché. Hercule Poirot se tenait près de la grande fenêtre de la bibliothèque, son reflet s'évanouissant dans la vitre. Il ne regardait pas vraiment dehors. Écoute, au rythme du silence, au léger cliquetis lointain du loquet du portail, qui s'était enclenché une demi-heure plus tôt. Il l'avait entendu une fois, 2 fois, puis de nouveau. « Inspecteur Faraday, dit-il soudain, vous pouvez m'accompagner, s'il vous plaît. Un visiteur approche de la maison, un visiteur qui préfère le brouillard à la lumière du jour. » Faraday leva les yeux de sa chaise, surpris. « Un visiteur? À cette heure-ci » Poirot sourit faiblement. « À une heure pareille, mon ami, seuls 2 types de visiteurs viennent sans y être invités, les coupables et les morts. Espérons que celui-ci soit du premier. » Ils pénétrèrent dans le couloir, où les lampes brûlaient faiblement, leur lumière diffusée par la brume, qui s'infiltrait par les fentes des grandes portes en chêne. Poirot fit signe à l'agent de service. « Déverrouillez-la, s'il vous plaît, et n'effrayez pas ceux qui se tiennent au-delà. » La porte s'ouvrit avec un grognement, et une silhouette émergea du brouillard. Un homme vêtu d'un long pardessus, le chapeau baissé, les lunettes embuées. Dans sa main gantée, il tenait une sacoche en cuir. « Bonsoir, » dit-il d'une voix posée mais prudente. « Veuillez excuser mon intrusion. Je suis maître Oliver Grant, avocat chez Grant & Spencer. J'ai été convoqué plus tôt par Lady Langford au sujet de son testament. Je suis revenu ce soir quand j'ai appris la nouvelle. » Les yeux de Poirot brillaient. « Mais oui, monsieur Grant, nous vous attendions. Mais peut-être pas si tard. Veuillez entrer. » Grant hésita, puis franchit le seuil. Ses gestes étaient vifs et professionnels, mais Poirot remarqua que son regard parcourait le couloir, comme s'il scrutait les sorties. Faraday croisa les bras. « Tu étais à la maison hier matin ?»« Brièvement, » répondit Grant. « Lady Langford m'a fait appeler, mais elle souhaitait modifier le partage de ses biens. Mais avant que nous puissions procéder, elle m'a congédié assez brusquement. Elle a dit qu'elle avait besoin de réfléchir. »« Et ce soir ?» demanda doucement Poirot. Grant soupira. « Je suis venu récupérer certains de ces papiers, pour des raisons juridiques. Je pensais que les autorités les exigeraient. » Le ton de Poirot était doux. « Vous avez raison. Et pourtant, vous venez sans invitation, sans prévenir, et à travers un brouillard qui ferait hésiter même les fantômes. Curieux, non ?» L'avocat rougit. « C'était un manque de jugement, je l'admets, mais je vous assure que je ne suis pas un voleur. » Le regard de Poirot se posa sur la sacoche. « Et alors, monsieur, est-ce que tu portes ça de manière si protectrice ?» Grant hésita, puis dégrafa le fermoir. À l'intérieur se trouvait une collection de dossiers et d'enveloppes, la plupart portant la signature de Lady Langford. Mais parmi eux se trouvait autre chose, un paquet plus petit, relié par une ficelle et scellé à la cire rouge, sans blason. « Ceci, » dit Grant, « a été retrouvé dans ses dossiers personnels ce matin, lorsque sa femme de chambre est venue à mon bureau pour signaler son décès. Elle a dit que Lady Langford l'avait écrit la veille. J'ai jugé prudent de la porter ici. » Poirot prit le paquet avec précaution, les sourcils froncés. « Et vous ne l'avez pas lu ?»« Bien sûr que non.
dit Grant, bien que ses yeux scintillaient avec inquiétude. Poirot brisa le sceau, déplia le parchemin et lut en silence. L'écriture était incontestablement celle de Lady Langford, soignée, décidée, élégante. La lettre était brève. À mon exécuteur testamentaire. S'il m'arrivait quelque chose avant la signature de mon Nouveau Testament, je confie ces déclarations à Hercule Poirot, que je sais être un homme d'ordre et de vérité. Elles concernent des faits qui, s'ils étaient révélés à temps, pourraient nous préserver la réputation de la famille Langford. S. Langford. Sous la lettre se trouvaient plusieurs pages dactylographiées. Poirot les lut rapidement, son expression se crispant à chaque ligne. Finalement, il les plia et leva les yeux, le regard perçant comme du verre. « Mon Dieu, murmura-t-il, quel enchevêtrement d'orgueil et de dissimulation elle a tissé. Inspecteur, je crains que notre chère Lady Langford n'ait pas été assassinée pour sa fortune, mais pour son silence. » Faraday fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ?» Poirot tapota pensivement le paquet scellé. Ces papiers contiennent des preuves de détournement de fonds, non pas par un inconnu, mais par quelqu'un de son entourage. Une somme considérable, prélevée sur des comptes d'associations caritatives sous de faux noms. Elle avait l'intention de la dénoncer, et peut-être d'épargner le coupable avec dignité. Faraday se pencha en avant. « Savez-vous qui ?» Les yeux de Poirot se plissèrent. « Oui. Mais pour l'instant, je dirais seulement que le voleur était malin. Assez malin pour savoir que démasquer quelqu'un signifiait sa ruine. Et quand la ruine menace l'orgueilleux, la mort le suit souvent de près. » L'avocat s'agita, mal à l'aise. « Vous ne pouvez pas croire. » Poirot le fit taire d'un geste. « Patience, monsieur, vous aurez l'occasion de parler. Pour l'instant, vous resterez au domaine jusqu'au matin. Le brouillard, voyez-vous, est un geôlier jaloux. » Grant hocha la tête à contre-cœur, son sang-froid s'effritant. Poirot le regarda partir vers les appartements des invités, escorté par un agent de police. Une fois seul, Faraday dit doucement « Alors, le mobile était le chantage. Elle l'a découvert et le voleur l'a tué pour le cacher. » « Pas de chantage, » dit doucement Poirot. « La conscience. Cette dame recherchait la vérité, pas le profit. Et c'est pour cela qu'elle est satisfaitement morte. » Il s'approcha de la cheminée et déposa soigneusement les documents à côté de la lettre précédente de Lady Langford. Les deux papiers se dressaient comme des miroirs. Le premier avertissait d'une trahison, le second la révélait. Poirot soupira. « Je commence à discerner le véritable motif, mais une pièce m'échappe encore, une bougie qui brûle là où elle ne devrait pas. » Faraday se frotta le menton. « Ce qui veut dire ?» Poirot sourit faiblement. « Ce qui veut dire, car mon ami, qu'il existe encore une main invisible, celle qui a allumé la bougie près du piano, celle qui a versé le vin que personne n'a bu, celle qui a placé une fiole là où la mauvaise personne la trouverait. » L'inspecteur soupira. « Vous dites que Darrow ne s'est pas suicidé ?»« Je dis, » répondit Poirot, « que quelqu'un a fait passer sa mort pour un suicide, tout comme on a fait passer la mort de Lady Langford pour naturelle. Dans les deux cas, il s'agissait de performance, et chaque interprète se croyait invisible. » Il se retourna lorsqu'on frappa à la porte. C'était de nouveau Céleste Moreau, pâle, posée, mais dont les yeux scintillaient comme du verre effrayé. « Monsieur Poirot, » dit-elle, « Monsieur Grant a demandé à me voir. Il dit que je dois signer des documents concernant la succession de madame. Est-ce autorisé ?» La voix de Poirot était calme. « Pas encore, mademoiselle. Rien ne doit être signé avant que j'aie examiné chaque ligne des dernières instructions de Lady Langford. » Céleste hésita. Il a dit que c'était urgent. Poirot eut un léger sourire. « Oui, j'imagine. Vous lui direz, s'il vous plaît, qu'Hercule Poirot préfère que ses affaires se déroulent dans ma table de jour et sous surveillance. » Céleste hocha la tête et se retira. Lorsque la porte se referma, Poirot resta immobile quelques instants, l'esprit enflammé par un calcul silencieux. Puis, presque pour lui-même,
Il murmura « Le décor est presque planté, mais je dois encore voir comment chaque interprète sa réplique. » Il regarda à nouveau les deux lettres, puis le brouillard qui s'accumulait à l'extérieur de la vitre. « Demain, dit-il doucement, nous les réunirons toutes, car, à la lueur des bougies, comme dans le brouillard, la vérité se révélera, et alors, elle brillera plus fort que n'importe quelle flamme. » Et tandis qu'il éteignait la dernière lampe, ne laissant que les braises rougeoyer dans la grille, la maison sembla retenir son souffle, attendant, tremblante, le moment où chaque mensonge entrerait enfin dans la lumière. Chapitre 7. Le portrait et les cendres. L'aube grise et hésitante s'abattit sur le domaine de Langford, le brouillard persistant comme le souffle d'un esprit agité. La maison ne s'éveilla pas dans la paix, mais dans un silence particulier, celui qui suit une nuit passée en compagnie de secrets. Poirot, déjà habillé et impeccable, arpentait les couloirs silencieux comme s'il n'avait jamais dormi. Son esprit avançait plus vite que ses pieds, chaque pas de chaussure cirée rythmant la déduction. Dans le salon, le feu était faible, ne laissant que de faibles braises. Il se pencha pour les attiser, son regard s'arrêtant sur quelque chose qui brillait sous la grille. Un petit morceau de papier à moitié brûlé. Du bout de sa canne d'argent, il le souleva avec précaution. Le bord était noirci, mais quelques mots restaient lisibles. L'héritage sera partagé en cas de... La moustache de Poirot tressaillit. Mais oui, même le feu ne peut consumer entièrement la culpabilité. Il laisse derrière lui son odeur. Il glissa le fragment dans une enveloppe juste au moment où l'inspecteur Faraday entrait, l'air las et mal rasé. « Bonjour Poirot, j'ai parlé aux hommes à la porte. L'alibi de l'avocat est vérifié. Il est resté à Harrogate jusqu'au soir avant de venir ici à travers le brouillard. » Poirot hocha lentement la tête. En effet, et pourtant, mon ami, cela prouve seulement qu'il est arrivé plus tard qu'il ne le souhaitait. Cela ne nous apprend rien de ses actions avant son départ de Harrogate. Faraday se servit une tasse de café du buffet en grimaçant. « Tu crois vraiment qu'il était capable de meurtre ?» Poirot écarta les mains. « Capable. La plupart des hommes sont capables. La question n'est pas de capacité, mais de calcul. » Il se tourna vers le grand portrait accroché au-dessus de la cheminée, Lady Evelyn Langford, peinte dans sa jeunesse, les yeux brillants, une bougie à la main. Poirot l'examina comme s'il s'agissait d'un indice. C'était une femme de contrôle, fière. Regardez la bougie sur le tableau, du même type que celle sur sa table. Elle les gardait par deux, vous voyez. Mais hier soir, je n'en ai trouvé que 7. Faraday fronça les sourcils. Vous dites qu'on a dit qu'il en manque un ? Exactement. Une bougie n'est pas si grosse qu'elle s'éloigne toute seule. On l'a déplacée, peut-être vers le piano, peut-être pour allumer quelque chose de complètement différent. Il s'approcha du portrait et tapota légèrement le cadre. Et derrière chaque image, inspecteur, il y a une vérité qui attend d'être découverte. À ce moment-là, Céleste Moreau entra, le visage crispé, une lettre pliée à la main. « Monsieur Poirot, dit-elle doucement, j'ai trouvé ceci dans les livres personnels de madame. Elle est adressée à monsieur Grant, mais jamais postée. » Poirot accepta la lettre en s'inclinant. L'écriture correspondait à celle de Lady Langford. Réfléchie et élégante, il lut à voix haute « Monsieur Grant, j'ai découvert des anomalies dans les comptes du Langford Trust. Je ne garderai pas le silence. Si vous souhaitez préserver votre nom, vous devez avouer et restituer vos biens avant que je rencontre les autorités demain. Considérez ceci non pas comme une menace, mais comme une clémence. » Faraday poussa un soupir. « Voilà, le mobile. La vieille femme découvre que son notaire a volé son œuvre caritative, menace de le dénoncer, et il la tue avant qu'elle ne puisse le faire. » Les yeux de Poirot restèrent donc fixés sur la lettre. Peut-être oui. Mais alors pourquoi tuer le pianiste? Que représentait M. Darrow pour lui? Faraday haussa les épaules. Un témoin peut-être, quelqu'un qui a vu quelque chose.
Poirot plia soigneusement la lettre et la déposa sur la cheminée à côté du morceau brûlé. « Ou quelqu'un qui a entendu quelque chose, mon cher. Le son se propage facilement dans ces salles. Et la culpabilité a une façon de s'exprimer même lorsque le silence est exigé. » Il se tourna vers Céleste. « Dis-moi, mademoiselle, y avait-il quelque chose d'inhabituel chez Lady Langford? Avait-elle des habitudes en jouant ?» Céleste hésita. Oui, elle gardait une petite boîte à l'intérieur de l'instrument, un tiroir secret où elle rangeait ses lettres privées. Seule elle et moi le savions. Les sourcils de Poirot se haussèrent, très intéressant. « Et cette boîte, elle reste ?»« Je n'ai pas vérifié depuis sa mort, » admit Céleste, en jetant un coup d'œil nerveux vers la salle de musique. « Alors nous allons le faire maintenant, » dit Poirot. La salle de musique était plus froide que le reste de la maison. Le piano était ouvert, ses touches luisant faiblement dans la lumière matinale. Poirot s'en approcha avec révérence, soulevant le couvercle comme s'il découvrait les secrets d'un tombeau. Ses doigts parcoururent adroitement le bord jusqu'à trouver une minuscule empreinte. Un léger clic suivit, et un panneau caché s'ouvrit, révélant un fin coffret en ivoire. À l'intérieur se trouvaient 3 lettres, soigneusement pliées et nouées d'un ruban bleu pâle. Poirot les dénoua, parcourant la première page du regard. « Ma très chère Evelyne, je ne supporte plus cette tromperie. Oliver était plus impliqué que tu ne le penses, mais le démasquer, c'est nous ruiner tous les deux. Je t'en prie, brûle ces lettres, après les avoir lues. » J. Poirot tendit la lettre à Faraday. « Tu vois, mon ami, un autre joueur entre en scène. L'initiale J signifie, je crois, Julian, docteur Reddick. » Les yeux de Faraday s'écarquillèrent. « Le docteur? Mais pourquoi y être impliqué ?» Poirot sourit faiblement. « Parce que médecine et argent vont souvent de pair. Il s'occupait de ses ordonnances, n'est-ce pas? Et nous avons déjà vu avec quelle facilité la mort suivait ses sédatifs. Supposons qu'il ait été complice, qu'il ait aidé M. Grant en faisant paraître naturel l'évanouissement de Lady Langford. » Faraday murmura un juron. Alors ils travaillaient ensemble. Peut-être, ou peut-être que l'un a utilisé l'autre. C'est la danse du pouvoir, inspecteur. Et quelqu'un a mené la danse avec trop de fougue. Il examina la 2e lettre, qui portait une tache d'eau dans le coin. Julien, je suis las de ta faiblesse. Si elle te dénonce, je ne tomberai pas avec toi. Les papiers sont en sécurité, et s'il m'arrive quelque chose, tu seras pendu pour nos 2 péchés. O.J. Faraday siffla dans sa barbe. Voilà qui règle le problème. L'avocat et le médecin, complices de la panique. Les yeux de Poirot, cependant, brillaient d'une lueur plus douce. Et pourtant, le ton ici, mon ami, cela ne ressemble-t-il pas à un homme qui écrit non pas à un associé, mais à un subordonné? Vous dites qu'en a que Grant commandait Reddick? Pas seulement commandé, manipulé. Et quand on manipule les désespérés, on crée des monstres miniatures. Les mains du bon docteur, je crois, étaient pas plus ensanglantées qu'il ne l'avait prévu. Il remit les lettres dans la boîte et la referma soigneusement. Voyez-vous, ce n'est pas seulement une histoire de cupidité, c'est une symphonie de contrôle, un esprit qui façonne les autres, les convainc que le meurtre n'est qu'une nécessité au service de la dignité. Alors qu'il se retournait pour partir, Poirot s'arrêta près de la fenêtre. Le brouillard commençait à se dissiper, et au-delà de la vitre, il remarqua de faibles empreintes de pas menant de l'allée du jardin à la petite chapelle en bordure de la propriété. « Inspecteur, » dit-il doucement, « voyez-vous, le brouillard se lève et le chemin se révèle. Je pense que nous trouverons notre prochaine réponse dans cette petite chapelle, un lieu de prière, certes, mais aussi de confession. » Faraday soupira. « Tu veux le fouiller ?»« Mais oui, » dit Poirot, « car là où il y a culpabilité, il y a toujours un autel, de pierre ou de conscience. » En quittant la salle de musique, Poirot jeta un dernier coup d'œil au piano.
La lumière du soleil éclairait parfaitement les touches, dessinant le contour flou d'une croix. Il sourit faiblement. « Bien, murmura-t-il. Même les instruments de tromperie peuvent fredonner les notes de la vérité. » Et tandis qu'il marchait vers les portes de la chapelle, le poids de la révélation pesait lourd dans l'air du matin, promettant que la prochaine découverte frapperait de plus près, non pas la richesse ni l'héritage, mais le cœur même de la trahison elle-même. Chapitre 8. La confession sous la chapelle. La chapelle se dressait à l'extrémité du domaine de Langford, une petite structure drapée de lierre, à moitié oubliée par le temps. Sa cloche ne sonnait plus, ses fenêtres s'étaient enternies par la poussière et les toiles d'araignée, sa porte en bois gonflée par l'humidité. À l'approche de Poirot et de l'inspecteur Faraday, le brouillard matinal s'accrochait encore aux pierres tombales qui l'entouraient, adoucissant chaque silhouette en un murmure. L'air embaumait une légère odeur d'encens et de terre. Poirot s'arrêta sur le seuil, ajustant ses gants avant d'ouvrir la porte. « Vous le sentez, inspecteur ?» murmura-t-il. « Ici règne le silence, pas la paix. » À l'intérieur, l'air était lourd et frais. L'unique vitrail au fond projetait un faisceau fragmenté de rouge et d'or sur l'autel, éclairant la petite croix de laiton et le livre ouvert posé devant. Des particules de poussière dansaient dans l'air immobile. C'était un sanctuaire, mais pas, soupçonnait Poirot, pour la prière. Il avançait lentement, chacun de ses pas résonnant faiblement sur le sol de pierre. « Les traces que nous avons suivies mènent ici, » dit-il. « Et la clé de la chapelle, remarquez, elle était déjà tournée dans la serrure. Quelqu'un voulait entrer sans être vu. » Faraday fronça les sourcils. « Tu crois qu'un membre de la famille est venu ici après les meurtres ?» Les yeux de Poirot parcoururent les bancs. « Après ? Non, mon ami. Peut-être entre les deux. » Ils examinèrent la petite sacristie sur le côté de la chapelle, une pièce exiguë avec une table en bois, une vasque fissurée, et plusieurs mégots de bougies à moitié fondues. Poirot en toucha un du bout du doigt. La cire était molle, récente. « Quelqu'un a allumé des bougies ici hier soir. Vous voyez la suie sur le rebord? Un rituel peut-être, ou une conscience en quête d'absolution. Ou un meurtrier qui se cache, marmonna Faraday. « Ah, oui, répondit Poirot. Mais un meurtrier ne se cache pas dans une chapelle, inspecteur. Il vient se souvenir de ce qu'il a fait, et peut-être se demander si Dieu se souvient aussi. » Faraday eut un rire bourru. « Tu les rends poétiques. » Poirot sourit faiblement. « Non, simplement humain. » Il se dirigea vers l'autel. Une légère éraflure attira son regard. Une trace de talon sur la marche, petite, légère. Il se pencha, examinant la poussière. « Une chaussure de femme, » murmura-t-il. « Pointure petite, pas celle de la servante. Elle porte des semelles plus épaisses, pas celle de Lady Langford. Elle ne peut plus marcher. Alors de qui ?» Avant que Faraday puisse répondre, un léger bruit résonna derrière eux. Le grincement de la porte de la chapelle. Poirot se retourna brusquement. Céleste Moreau se tenait dans l'embrasure de la porte, son châle serré autour de ses épaules, le visage pâle sous la faible lumière filtrant à travers les vitraux. Ses yeux s'écarquillèrent en les voyant. « Monsieur Poirot, je ne m'attendais pas, bien mais non, dit-il doucement. Mais tu t'attendais à être seul, n'est-ce pas ?» Ses lèvres tremblaient. « Je suis seulement venu prier. » Le ton de Poirot était aimable, mais ferme. « Pour qui, mademoiselle? Pour Lady Langford ou pour vous-même ?» Elle hésita, serrant le châle plus fort. « Pour eux deux. Pour nous tous, peut-être. » Poirot s'approcha lentement d'elle. « Dis-moi, mademoiselle, pourquoi venir ici en secret? La prière n'a pas peur des témoins. » Les larmes lui montèrent aux yeux. « Parce que je ne supporte pas les regards dans cette maison. Ils me regardent tous comme si j'avais fait quelque chose de mal, comme si la gentillesse elle-même était un mensonge. » Faraday croisa les bras. « Vous avez raison d'être nerveuse, mademoiselle Moreau.
Vous étiez au plus près de la victime. Et maintenant, on vous retrouve aéré dans le parc avant l'aube. » Poirot lui lança un regard noir. « Ne l'effrayons pas, inspecteur. La vérité ne pousse pas sur le terrain de l'accusation. » Il se tourna vers Céleste. « Tu aimais Lady Langford ?»« Oui, » murmura-t-elle. « Elle était plus qu'une employeuse. Elle m'a sauvé de la ruine, alors que je n'avais rien. Elle était fière, certes, mais gentille au fond. Je ne lui ferai jamais de mal. » Poirot hocha doucement la tête. « Je te crois. Et pourtant, mademoiselle, le mal ne vient pas toujours de la malveillance. Il naît parfois de la confiance, mal utilisée par autrui. » Elle leva brusquement les yeux. « Que veux-tu dire ?» Le regard de Poirot s'adoucit. « Je pense que Lady Langford a peut-être fait confiance à quelqu'un qui ne le méritait pas. Et cette personne, à son tour, vous a fait confiance, sans révéler l'usage qu'elle faisait de votre obéissance. » Céleste retint son souffle. « Tu crois que Je crois que tu transportais des messages, oui. Peut-être des documents, peut-être même une clé. Et peut-être, mademoiselle, tu n'as pas posé trop de questions, parce que tu as pensé qu'il était normal de ne pas le faire. » Son silence était une réponse suffisante. Faraday fit un pas en avant. Qui était-ce? Mademoiselle Moreau? Le médecin? L'avocat? Elle ferma les yeux et secoua la tête. Je ne sais pas, inspecteur, je vous le jure. Monsieur Grant m'a demandé un jour de remettre une enveloppe scellée au docteur Reddick. Il a dit que c'était pour les comptes des œuvres caritatives. Je n'y ai pas prêté attention. Poirot hocha gravement la tête. Et Lady Langford a-t-elle jamais découvert cela? Je crois qu'elle s'en doutait, murmura Céleste. Elle m'a interrogé gentiment la semaine dernière. Je lui ai tout raconté. Elle s'est figée, et puis elle a seulement dit « Merci, mon enfant, tu m'en as assez dit. » Faraday grogna, et c'est là qu'elle a décidé de modifier son testament. Le regard de Poirot s'attarda sur Céleste. « Dis-moi, mademoiselle, avez-vous vu l'un d'eux, Monsieur Grant ou le docteur Reddick, la veille de la mort de Lady Langford ?» Céleste hésita, puis hocha la tête. « Monsieur Grant est entré brièvement. Je l'ai vu par la fenêtre de la bibliothèque. Il a parlé au majordome, je crois. Puis il est parti. Le docteur Reddick est arrivé plus tard, prétendant apporter des médicaments. Je l'ai laissé entrer moi-même. »« Et vous l'avez laissé seul avec Lady Langford ?» demanda doucement Poirot. Elle hocha de nouveau la tête. « Juste un instant. »« Seulement, » répéta doucement Poirot, « le plus petit mot. Et pourtant, combien souvent il cache l'éternité en lui. » Il se détourna et se dirigea de nouveau vers l'autel. Le médecin, l'avoué, le majordome, le compagnon, tous les liens sont tendus autour de la mort d'une femme. Et pourtant, une main invisible noue toujours chaque nœud. Il s'arrêta, fixant la croix de laiton qui brillait faiblement dans la lumière matinale. Dessous se trouvait un petit livre, non pas une Bible, mais un registre. Poirot le ramassa et en épousseta la poussière. À l'intérieur se trouvaient des colonnes de chiffres bien nettes, entrecoupées d'initiales E et L, O, G et J, R. « Tiens, murmura-t-il, le registre des péchés. » Faraday regarda par-dessus son épaule. « Des comptes caritatifs ?»« Oui, » dit Poirot, « mais pas d'argent, de déplacement, de date, d'heure, d'initiales, de rencontres entre le médecin et le notaire, parfois ici, dans cette chapelle. Lady Langford gardait leur secret pour eux, voyez-vous, jusqu'à ce qu'elle refuse de le faire plus longtemps. » Céleste se couvrit la bouche. « Elle les a rencontrés ici ?» Poirot hocha la tête. « Cela explique la cire de bougie, les empreintes de pas, la suie. C'était là son lieu de confrontation. Et peut-être son lieu de mort, non pas par la main, mais par la peur. On n'a pas besoin d'armes quand la culpabilité est appliquée avec autant de précision. » Faraday fronça les sourcils. « Alors pourquoi remettre le corps dans la salle du piano ?» Poirot sourit faiblement. « Ah, inspecteur, parce que la culpabilité seule n'est pas simple.
Quelqu'un a souhaité que sa mort paraisse paisible, intime, pour préserver l'illusion de contrôle qu'elle exigeait toujours. En cela, le meurtrier était presque affectueux. Un silence s'installa dans la chapelle. Même l'air semblait retenir son souffle. Poirot referma le registre et le tendit à Faraday. « Gardez bien ceci. Ce n'est pas encore une preuve, mais c'est une confession écrite en chiffres. » Alors que Céleste tremblait près de la porte, Poirot s'approcha d'elle une fois de plus, baissant la voix. « Mademoiselle, il faut être courageux. Quand je rassemblerai tout le monde ce soir, vous entendrez des choses qui vous blesseront le cœur. Mais la vérité doit naître de la douleur. C'est le seul enfant qui vaille la peine de se battre. » Elle hocha légèrement la tête, ses larmes scintillant dans la faible lumière matinale. « Oui, monsieur. » Poirot lui tendit la main, et elle la prit brièvement, avant de disparaître à nouveau dans le brouillard. Une fois parti, Faraday dit doucement « Vous allez les exposer ce soir, alors? Tous ?» Les yeux de Poirot suivirent abattre la brume qui s'éloignait à l'extérieur. « Mais oui. Ce soir, inspecteur, nous allumerons chaque bougie éteinte, et lorsque la dernière flamme brûlera, il n'y aura plus d'ombre dans cette maison. » Il redressa ses menottes d'une voix douce mais assurée. Lady Langford recherchait l'ordre, et elle l'obtiendra, même dans la mort. Alors qu'ils quittèrent la chapelle, le soleil levant commença à percer le brouillard, projetant de fins rayons de lumière sur les tombes. On aurait dit que le domaine lui-même s'éveillait, non pas à la paix, mais à la vérité. Le vent portait un léger tintement provenant de la cloche fêlée au-dessus, un son qui aurait pu être un deuil ou un avertissement. Et Poirot, marchant tranquillement vers la maison, murmura « L'heure approche, que les petites comme las cellules grises se préparent au jugement. » Chapitre 9. Le rassemblement au crépuscule. Le soir, le domaine de Langford brillait faiblement sous un ciel violet. Le brouillard s'était dissipé en longs rubans qui ondulaient sur les pelouses, et un lourd parfum de pluie flottait dans l'air. Dans la grande salle, des lampes avaient été allumées, des feux allumés, et des chaises disposées en demi-cercle devant l'âtre. Une scène dressée non pas pour le confort, mais pour les comptes. Chaque invité, chaque suspect, chaque âme ayant partagé l'ombre de la dernière nuit de Lady Langford devait être présente. Hercule Poirot se tenait devant le feu, l'air calme et l'expression indéchiffrable. Il était l'image même du calme, un chef d'orchestre attendant le dernier mouvement de l'orchestre. L'inspecteur Faraday se tenait à un pas derrière lui, les bras croisés, son impatience mal dissimulée. L'horloge sonna 7 heures. Un à un, les membres de la maisonnée se rassemblèrent. Le colonel Edmund Langford entra le premier, son allure militaire intacte, même si son regard trahissait l'inquiétude. Céleste Moreau suivit, pâle et délicate comme toujours, le regard baissé. Le docteur Julian Reddick arriva ensuite, les mains serrées dans le dos, le visage tiré. Maître Oliver Grant, l'avocat, arriva le dernier, chapeau à la main, l'expression posée sur le détachement poli d'un homme qui a calculé chaque instant. Le majordome, Monsieur Cray, se tenait près de la porte comme une sentinelle, ni invité ni hôte, simplement le dernier gardien de la dignité de la maison. Poirot inclina la tête. « Mesdames et messieurs, je vous remercie d'être réunis ici. Il est très désagréable, je le sais, de revisiter la tragédie. Pourtant, la vérité, telle une fleur foulée aux pieds, se relèvera toujours si on lui donne patience et lumière. Ce soir, nous lui donnons les deux. » Il fit un geste vers le cercle de chaises. « Veuillez vous asseoir. Nous allons parler calmement et sans interruption. » Les invités obéirent. Le crépitement du feu emplit le silence qui suivit, les flammes se reflétant sur leurs visages inquiets. Poirot se mit à marcher lentement devant eux, les mains croisées dans le dos. Quand Lady Langford mourut,
dit-il doucement. Cela me sembla d'abord une simple tragédie, un cœur malheureux qui cessa de battre. Mais une bougie tomba, un verre resta intact, et trop d'âmes me dirent ce qu'elles ne pouvaient savoir. De ce petit désordre, mes amis, surgit la grande clarté. Le colonel Langford s'agita sur son siège. « Si vous voulez m'accuser de quelque chose, monsieur Poirot, je vous suggère de parler franchement. » Poirot sourit faiblement. « Vous, messieurs anglais, toujours si avides de parler franchement. Très bien. Je serai clair bien assez tôt. Mais d'abord je dois vous dire ce que j'ai appris. Vous me permettrez mon méthode, oui ?» Il se tourna vers la cheminée, où deux enveloppes reposaient côte à côte, la lettre cachetée de Lady Langford et le paquet apporté par le notaire. Lady Langford savait que sa mort approchait, non pas de maladie, mais intentionnellement. Elle laissait des avertissements, écrits et oraux, à ceux en qui elle avait confiance, et pourtant, elle appela fait confiance aux mauvaises personnes. La voix du docteur Reddick rompit le silence. « Vous suggérez qu'elle a attendu être tuée ?» Poirot hocha gravement la tête. On s'attendait à cela, oui, on craignait, peut-être pas assez. Elle savait qu'il y avait eu des détournements de fonds au sein de sa fiducie. L'argent destiné aux hôpitaux et aux vétérans avait disparu. Et deux hommes, l'un qui détenait sa bourse, l'autre sa santé, ont conspiré en silence. Les lèvres de Grant se pincèrent. « Vous insinuez des choses dangereuses, monsieur. » Les yeux de Poirot brillèrent. « Des implications, non. Des conclusions, oui. Les documents que Lady Langford a laissés dans le piano, les lettres d'amour et de chantage, a révélé que vous, monsieur Grant, aviez falsifié les comptes, et vous, docteur Reddick, avez fourni les fausses factures qui les dissimulaient. Lorsque Lady Langford l'a découvert, elle a écrit sa dernière lettre et vous a convoqués tous les deux. » Reddick se leva, le visage pâle. « Je ne lui ai jamais fait de mal. Je suis allé la raisonner, rien de plus. Elle était agitée, faible. Je lui ai donné un sédatif. » La voix de Poirot l'interrompit doucement. « Elle ne prenait pas de sédatif, docteur. J'ai trouvé le verre intact. Voyez-vous, elle avait déjà appris à se méfier de vos remèdes. Ce qu'elle ignorait, en revanche, c'est qu'un autre poison l'attendait ailleurs. » Faraday fronça les sourcils. « Le vin. » « Exactement. » Poirot se tourna vers le groupe. La bouteille de Bourgogne, servie par le majordome, mais laissée ouverte près du piano. Une légère décoloration, une subtile amertume, pas assez pour effrayer le palais, mais assez pour troubler le cœur. Le poison, je crois, a été introduit lorsque le plateau de verre est resté brièvement sans surveillance. Mais pas par M. Cray, qui servait seulement ce qu'on lui demandait. Les yeux du majordome s'écarquillèrent. « Et qui alors, monsieur ?» Poirot lui fit face doucement. « Par l'homme qui demandez-vous verser le vin, l'homme qui prétendait s'occuper de ses affaires juridiques ce soir-là. Monsieur Oliver Grant. » Le sang-froid de Grant vacilla pour la première fois. « C'est absurde. Je suis parti avant le dîner. Tous les domestiques de la maison peuvent qu'à le confirmer. » Poirot leva un doigt. « Ah, mais vous de retour, mon cher, par la porte latérale de la bibliothèque, juste après le vacillement des lumières. Tu as dit à Lady Langford que tu lui avais apporté des papiers à signer le lendemain matin. Tu lui as tendu une carafe, ton cadeau, n'est-ce pas? Le même Bourgogne qu'elle aimait. Tu l'as servi toi-même, et tu es parti avant qu'elle ait pu le boire. Pratique, non ?» Le visage de l'avocat devint blême. « Vous ne pouvez rien prouver de tout cela. » « Je n'ai pas besoin de prouver ce que vous admettrez vous-même, » dit doucement Poirot. « Voyez-vous, monsieur Grant, j'ai trouvé les cendres de votre faux testament dans la grille du salon ce matin. Il était à moitié brûlé, l'encre encore visible par endroits. Vous le lui avez apporté, n'est-ce pas, en prétendant que c'était son nouveau testament, celui qu'elle avait l'intention de signer. Vous vouliez garantir votre innocence par son écriture. Mais Lady Langford était trop futée. Elle hâta remarquer la différence, la clause supplémentaire, la signature modifiée. Elle vous a confronté, et à cet instant, vous avez paniqué. Le silence qui suivit fut étouffant. L'horloge fit tic-tac une fois, deux fois. La voix de Grant était basse.
tendu. Si j'ai paniqué, comme tu le dis, pourquoi n'a-t-elle pas crié? Pourquoi n'a-t-elle pas lutté? Le regard de Poirot se durcit. Parce que tu as choisi une arme qui ne requérait ni bruit ni force. Une goutte de teinture de cyanure déposée sur le bord de son verre. Elle la toucha, la leva et respira. L'odeur à elle seule suffisait à apaiser son cœur déjà affaibli par la peur. Céleste haleta doucement. Les autres restèrent immobiles, la vérité commençant à les enserrer comme un nœud coulant. Reddick déglutit difficilement. Il m'a dit qu'elle était tombée subitement. Il m'a supplié d'appeler ça une insuffisance cardiaque. J'ai accepté. Dieu me pardonne. Je pensais que c'était de la pitié. La voix de Grant devint amère. De la pitié. Vous y étiez aussi impliqué que moi, docteur. Ne faites pas semblant d'être vertueux maintenant. Poirot leva la main. Messieurs, assez. Ne nous disputons pas sur le degré de culpabilité. Vous êtes tous deux coupables, bien que de péchés différents. Monsieur Grant de meurtre, le docteur Reddick de lâcheté. Et pourtant, la tragédie s'aggrave, car je crois qu'une mort supplémentaire a résulté de votre tromperie. Faraday hocha la tête d'un air sombre. Le pianiste. Justement, dit Poirot. Monsieur Darrow n'était pas complice, mais un témoin accidentel. Il a vu Grant glisser quelque chose dans le verre, lorsque les autres se sont détournés. Il a raconté ce qu'il avait vu à Céleste, avec l'intention d'aller voir Lady Langford elle-même. Mais avant qu'il puisse le faire, un message est arrivé dans sa chambre. Une demande de thé, soi-disant de la part du majordome. En réalité, c'était écrit d'une autre main, la même écriture fine et précise que celle du faux testament. Grant perdit tout son sang-froid. Non. Les yeux de Poirot brillèrent. Oui, monsieur, vous vouliez le réduire au silence, faire passer sa mort pour un sentiment de culpabilité. Mais le destin, ou peut-être la justice, aime l'ironie. La fiole que vous aviez préparée s'est renversée. Le poison destiné à un autre a atterri sur votre complice. C'est pourquoi, voyez-vous, les empreintes digitales du docteur Reddick se trouvaient sur la vitre. Il a effacé les vôtres, mais pas sa honte. Le médecin se couvrit le visage en murmurant « Mon Dieu !» Pendant un long moment, personne ne parla. Le feu crépitait, la maison semblait écouter. Poirot se redressa, son ton désormais calme, presque triste. Lady Langford est morte en cherchant l'ordre dans une vie devenue désordonnée. Vous, monsieur Grant, lui avez volé non seulement son argent, mais aussi sa foi en la justice. Et pourtant, voyez-vous, la justice arrive, même à travers le brouillard. Faraday s'avança d'un air sombre. « Oliver Grant, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Lady Evelyn Langford et de Félix Darrow. » Tandis que l'inspecteur lui lisait ses droits, Grant resta silencieux et son visage était décoloré, ses yeux creux, l'expression d'un homme ayant enfin entrevu la fin de sa performance. Poirot se détourna de la scène, son regard s'adoucissant lorsqu'il tomba sur Céleste. « Mademoiselle, dit-il doucement, votre loyauté a été malmenée, mais elle demeure votre vertu. Lady Langford vous pardonnerait, je pense. Elle comprenait le danger de se fier au cœur. » Elle hocha la tête à travers ses larmes. Et le docteur? Poirot soupira. « La loi le jugera comme il se doit. Je ne le ferai pas. » Tandis que Grant était emmené hors de la pièce et que les autres se dispersaient, Poirot s'attarda près du feu, contemplant la lumière dansante. « L'ordre est revenu, » murmura-t-il, mais toujours au prix du chagrin. Dehors, le vent se leva de nouveau, balayant les arbres comme un rideau qui se baisse. Et dans le silence qui suivit, seul subsistait le tic-tac régulier de l'horloge, le son du temps, emportant crime et confession dans le rythme incessant de la vie. Chapitre 10. La dernière bougie. L'orage qui avait menacé toute la soirée finit par éclater, inondant Langford Estate d'une pluie incessante. Les fenêtres tremblaient sous le vent et les lampes vacillaient,
comme si la maison elle-même était lasse sous le poids de la vérité. Dans le grand hall, les échos des révélations de la soirée persistaient, comme une fumée qui refusait de s'éteindre. Hercule Poirot se tenait près de la fenêtre, son reflet brisé par des ruisselets de pluie, l'air grave mais serein, le centre immobile d'une tempête qui n'était pas de la nature, mais de la conscience. L'inspecteur Faraday rentra, la pluie dégoulinant de son manteau, le visage rouge de satisfaction. « C'est fait », dit-il en expirant bruyamment. « Grint est en garde à vue. Nous l'escorterons jusqu'à Harrogate ce soir, dès que le temps sera plus clément. Le médecin est sous surveillance à la bibliothèque, secoué, mais coopératif. On dirait que vous avez tout réglé dans cette maudite maison. » Poirot ne se retourna pas. « Ah, mais cela, mon ami, c'est l'illusion de l'ordre. On croit la tapisserie terminée, et pourtant il reste un fil qui refuse de s'aplatir. » Faraday fronça les sourcils. « Tu veux dire qu'il y en a plus ?» Poirot hocha lentement la tête. « Je veux simplement dire qu'il y a toujours plus. Les cœurs humains, inspecteur, ne s'organisent pour ma pas aussi bien que mes petites cellules grises le souhaiteraient. Il y a, je crois, une vérité qui attend encore d'être dite. » L'inspecteur soupira, mi-exaspéré, mi-amusé. « Vous allez me rendre fou, Poirot. Le meurtrier a tout avoué, sauf les paroles. Que demander de plus ?» Poirot se retourna enfin, les yeux brillants sous la lueur constante du feu. « La confession, inspecteur, est un acte de l'âme, pas de la parole. Le silence de M. Grant, je le comprends. Mais il y en a un autre qui en a trop peu dit, et cela me trouble. Où est donc M. Gray, si je puis me permettre ?» Faraday cligna des yeux. « Le majordome, il est dans le quartier des domestiques, je crois. Pourquoi ?»« Parce que, dit doucement Poirot, un serviteur qui tient si bien une maison de mensonges doit savoir quels mensonges appartiennent à qui. » Avant que Faraday puisse répondre, la porte s'ouvrit, et M. Gray apparut, calme comme toujours, son uniforme impeccable, même si ses yeux trahissaient la fatigue d'un homme qui n'avait pas dormi depuis des jours. Il s'inclina légèrement. « Vous souhaitiez me voir, monsieur ?»« Oui, » dit doucement Poirot. « Approchez, je vous en prie. Je voudrais vous parler de loyauté, la vôtre, plus précisément. » Le majordome hésita, puis s'approcha, les mains jointes. « Je n'ai rien fait de déloyal, monsieur. Je sers fidèlement la famille Langford depuis plus de 20 ans. » Poirot le regarda avec une compassion silencieuse. « Et durant ces 20 années, vous avez tout vu. Vous avez vu leur destin basculer, leur fierté se transformer en secret, et vous n'avez rien dit. Dites-moi, monsieur Gray, n'est-ce pas aussi une forme de déloyauté ?» Le visage de l'homme se durcit. « J'ai obéi aux ordres. C'est ce que fait un serviteur. » Poirot hocha lentement la tête. « Exactement. Vous avez suivi les ordres de M. Grant lorsqu'il vous a demandé de servir le Bourgogne, lorsqu'il vous a demandé d'éloigner les domestiques de l'entrée et les romanesques de l'entrée latérale, lorsqu'il vous a demandé de remettre un mot dans la chambre de M. Darrow. Vous l'avez suivi car il a réglé vos dettes, n'est-ce pas ?» Gray retint son souffle, mais il reprit rapidement ses esprits. « Je lui devais de l'argent, oui, des dettes de jeu, mais je ne savais pas. » Poirot leva la main. « Ah, mais vous le saviez, vous vous en doutiez. Vous saviez qu'il n'était pas honnête, et pourtant vous avez accepté son aide. C'est le plus petit compromis. Non. On se dit que c'est inoffensif, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Vous étiez le pont, monsieur Gray, entre les manigances du maître et l'innocence de la maison. » Le majordome baissa les yeux. « Si j'avais parlé plus tôt, peut-être serait-elle encore en vie. »« Peut-être, » dit doucement Poirot. « Mais le remords, comme la confession, a son heure. Et elle est arrivée, je crois, bien assez tôt pour ton âme. » La voix de Gray tremblait. « Que va-t-il m'arriver ?» Le regard de Poirot était bienveillant mais ferme. « La loi décidera si votre silence fait de vous un complice. Mais rassurez-vous, ce n'est pas votre main qui a tué. Vous n'étiez que l'ombre qui a permis au crime de passer inaperçu. » Le majordome baissa la tête. « Je comprends. » Il se retourna pour partir,
Mais Poirot l'arrêta gentiment. « Encore une chose, dit Poirot. Lady Langford vous a-t-elle parlé la nuit de sa mort ?» Cray hésita, puis hocha la tête. « Oui. Elle m'a demandé d'aller chercher un cierge à la chapelle. Elle m'a dit que c'était un cierge qu'elle avait allumé pour son défunt mari. Je le lui ai apporté et je l'ai placé près du piano. » Les yeux de Poirot brillèrent d'une soudaine reconnaissance. « Mon Dieu, bien sûr, la bougie manquante, celle qui brûlait différemment des autres, il avait l'air presque triste. Elle a allumé sa propre mort avec une flamme destinée au souvenir. » Le visage de Cray se décomposa. Elle a souri quand je le lui ai apporté. Elle a dit qu'il était temps de voir les choses clairement. Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. Poirot s'approcha d'une voix douce. Elle savait, monsieur Cray. Elle savait ce qui allait arriver. Cette bougie, c'était son ultime acte de défi. Elle voulait que sa mort révèle la lumière que sa vie ne pouvait plus supporter. Le majordome déglutit avec difficulté, puis s'inclina profondément. « Merci, monsieur. » Sur ces mots, il quitta la pièce, à la fois pardonné et condamné par sa propre honnêteté. Faraday expira lentement. « Eh bien, tu avais encore raison, Poirot. » Il en savait plus qu'il ne le disait. Poirot sourit faiblement. « Il n'a jamais été mon ennemi, juste une autre victime de l'orgueil et de la peur. Dans chaque crime, inspecteur, il y a plus de victimes que de cadavres. » Ils restèrent un moment silencieux, observant la pluie tracer des motifs sur la vitre. Puis Poirot reprit la parole, d'une voix basse et pensive. « C'est curieux, n'est-ce pas? La bougie qui l'a tué, un symbole de dévotion, transformé en témoin de la trahison. Pourtant, même là, il y a de la poésie. Lady Langford est peut-être morte dans l'obscurité, mais elle nous a laissé assez de lumière pour voir toutes les tromperies mises à nu. » Faraday se frotta les tempes. « Tu as une étrange façon de trouver du réconfort dans la tragédie. » Poirot sourit doucement. « Parce que, mon ami, la tragédie est l'art que nous pratiquons tous, qu'on le veuille ou non. » Il s'approcha du feu, prit la dernière bougie éteinte sur la cheminée et la brandit. « Vous voyez celle-ci? C'est la jumelle de celle qu'elle tenait. La flamme n'est pas encore allumée, elle attend. Comme nous tous, notre ultime illumination. » Il le remit soigneusement en place. « Quand je serai vieux, très vieux, peut-être me souviendrai-je de cette affaire, non pas pour son intelligence, mais pour sa tristesse, car chez Lady Langford, chaque crime était l'écho d'un amour détourné. » Faraday, silencieux, regarda vers le couloir où les autres étaient partis. Le docteur fixant son miroir, Céleste pleurant doucement, le majordome agenouillé quelque part en prière. « Tu as trop vu la tristesse humaine, Poirot, n'est-ce pas toujours lassant ?» Les yeux de Poirot s'adoucirent, reflétant la lumière du feu comme deux braises jumelles. « C'est vrai, mon ami, mais voyez-vous, même le chagrin a une symétrie. Bien la connaître, c'est comprendre l'ordre, et par l'ordre, la paix. » Le tonnerre grondait faiblement au-delà des collines, et le vent tournait, emportant avec lui l'odeur de terre humide et de roses fanées du jardin. Poirot se tourna de nouveau vers la fenêtre, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Lady Langford cherchait à apporter la lumière aux autres, et ce faisant, elle s'est attiré les ténèbres. Mais aujourd'hui, la tempête est passée, et la maison peut enfin trouver le repos. Faraday hocha lentement la tête. « Et toi, Poirot, vas-tu te reposer ?» Le sourire de Poirot était mélancolique, presque amusé. « Ah, repose-toi, demain peut-être. Ce soir je mettrai de l'ordre dans mes pensées, car elles aussi doivent être parfaitement ordonnées. » Il redressa ses manchettes, ajusta sa cravate et jeta un dernier regard autour de la salle. Les bougies éteintes, les chaises vides, la légère odeur de vin et de cire qui flottait encore dans l'air. Puis, il dit doucement, « La flamme qui s'éteint laisse derrière elle la lumière la plus vraie, la mémoire. » Alors qu'il se tournait vers la porte, l'horloge du parquet sonna minuit. Le dernier écho s'estompa dans le silence de la maison,
et pour la première fois depuis la mort de Lady Langford, l'air sembla immobile, non pas de peur, mais de certitude. Et sous ce silence, Hercule Poirot s'éloigna, ne laissant derrière lui non pas une scène de crime, mais l'ordre silencieux de la justice accomplie. Chapitre 11. Les suites silencieuses. Le lendemain matin, l'aube était claire, d'un bleu pâle et cassant après la fureur de l'orage. Les jardins du domaine de Langford scintillaient de rosée, l'air purifié de toute brume et de toute illusion. Pourtant, à l'intérieur de la maison, le silence qui persistait était d'une autre nature. Non pas paisible, mais creux, comme si les murs eux-mêmes avaient absorbé trop de fragilité humaine pour résonner encore. Hercule Poirot était assis dans le petit salon, une tasse de café serrée devant lui et les restes d'une lettre soigneusement étalés sur la table. La gouvernante avait déjà effacé les dernières traces de la réunion de la veille. La chaise renversée près de l'âtre, le verre vide sur le buffet, la bougie à moitié consumée dont la cire avait coulé comme des larmes. Il remarqua tout cela avec la légère mélancolie qui suit la fin d'une longue pièce, le rideau baissé, les applaudissements absents. L'inspecteur Faraday entra, chapeau à la main, l'air grave. « Ils ont emmené Grant à la prison du comté, dit-il. Il n'a rien dit depuis hier soir, même pas dans la voiture. Il regardait par la fenêtre comme si c'était la fin du monde. » Poirot ne leva pas les yeux. Pour lui, peut-être, de tels hommes ne vivent non pas de passion, mais d'orgueil. Et l'orgueil, mon ami, une fois brisé, ne peut être reconstruit. Faraday hocha lentement la tête. Reddick a été renvoyé chez lui sous surveillance. Je doute que la justice lui fasse preuve de clémence. Non, murmura Poirot en remuant son café. Mais ce n'est pas la potence qu'il craint. C'est son propre reflet. La conscience, voyez-vous, est le seul médecin qui ne puisse se laisser tromper par son patient. L'inspecteur soupira et s'installa face à lui. Vous avez une façon poétique de dire les choses. Moi, je préfère la simplicité d'un mandat d'arrêt. Poirot sourit faiblement. Ah, mais la simplicité est le raffinement ultime de l'ordre. La différence entre vous et moi, mon cher Faraday, c'est que vous apportez la justice au corps, tandis que moi, je la recherche pour l'esprit. Il y eut un silence. Dehors, le râteau du jardinier raclait faiblement l'allée de gravier. Un léger bruit régulier de restauration. « Acceptez-vous de rester un jour de plus ?» demanda Faraday. « L'enquête du coroner commence demain. Ils veulent entendre votre témoignage. » Poirot posa sa tasse, réfléchissant. « Peut-être, mais mon travail ici est presque terminé. La vérité, voyez-vous, a déjà été dite, et il n'est pas nécessaire de la répéter. Cependant, il y a une chose que je dois faire avant de partir. » Il se leva, ajusta ses menottes et fit un geste vers le couloir. « Venez, inspecteur. J'aimerais revoir les appartements de Lady Langford. » Ils montèrent dans le grand escalier en silence. La lumière matinale se déversait par les hautes fenêtres, transformant la poussière en poussière dorée. La porte des appartements de Lady Langford était légèrement entr'ouverte, comme si, même morte, elle résistait à une fermeture complète. Poirot entra le premier, s'arrêtant sur le seuil. La pièce était élégante, sobre, à l'image de sa maîtresse. Tout était en ordre. Les rideaux de dentelle tirés juste comme il faut, le bureau dégagé, à l'exception d'un cadre argenté orné du portrait d'une jeune Lady Evelyn et de son défunt mari. Poirot l'examina un instant. « Voyez, inspecteur, dit-il doucement, cette expression, confiance, maîtrise, même affectueusement. Sa vie était menée comme une valse. Chaque mouvement était réfléchi, chaque pas répété. Ces femmes craignent le chaos plus que la mort. » Faraday se tortilla, mal à l'aise. « On dirait presque que tu la plains. »« Mais oui, je suis désolé. Non pas pour sa mort, mais pour sa solitude. Elle s'entourait de gens, et pourtant, aucun d'eux n'est si c'est une tragédie très anglaise, à admirer, mais jamais à comprendre. » Il se dirigea vers la coiffeuse, où un chandelier solitaire côtoyait une boîte à musique fermée. Poirot ouvrit le couvercle. Le délicat mécanisme se mit à jouer une mélodie douce et envoûtante.
une valse familière et tendre. Il regarda les minuscules figurines en cuivre tourner lentement. « La mélodie d'hier soir », murmura-t-il. « Monsieur Darrow l'a jouée avant de mourir. La symétrie est exquise. » Il laissa la mélodie s'éteindre avant de refermer le couvercle. « Elle a choisi sa fin, inspecteur, même si elle n'a pas choisi les moyens. En convoquant ses ennemis à dîner, en les provoquant par sa nouvelle volonté, elle a tant écrit son propre requiem. Une part d'elle-même devait savoir que son emprise sur la vie ne durerait pas. Alors elle s'est arrangée pour maîtriser sa mort. » Faraday fronça les sourcils. « Tu donnes l'impression qu'elle recherchait mourir. » Poirot se retourna, le regard perdu dans le vide. « Pas pour mourir peut-être, mais pour conclure, pour une telle femme, la mort n'était pas une échappatoire, mais un acte de symétrie. Finalement, elle obtint précisément ce qu'elle avait toujours désiré. Sa maison en parfait ordre, chaque supercherie mise à nu, chaque motif révélé, même ses propres défauts mis à nu. La bougie qui l'avait tuée était la seule vérité qu'elle ne pouvait plus dissimuler. Il se tut, traçant la légère trace de brûlure sur le bord de son bureau, vestige de cette dernière nuit. L'odeur de cire persistait encore, comme un fantôme trop poli pour s'en aller. Au bout d'un moment, Faraday s'éclaircit la gorge. « Il y a une chose que je n'arrive pas à accepter, » dit-il. « Pourquoi a-t-elle fait suffisamment confiance à Grant pour le rencontrer seul à seul ce soir-là, si elle savait déjà qu'il l'avait trahi ?» Les lèvres de Poirot se courbèrent légèrement. « Parce que, mon ami, même les sages sont tentés par la vanité du pardon. » Elle croyait pouvoir le contrôler, qu'en lui offrant sa clémence, elle conserverait son pouvoir. Mais l'orgueil aveugle aussi sûrement que la tromperie. Lorsqu'elle l'invita au piano, elle crut accomplir son dernier acte d'autorité. Au lieu de cela, elle se donna la mort. L'inspecteur soupira. « Vous ne ratez pas grand-chose, n'est-ce pas ?» Poirot sourit modestement. « Rien ne me manque, mais je suis profondément triste. » Il se tourna vers la fenêtre, contemplant les pelouses mouillées. Le soleil matinal perça alors les nuages, une douce lumière dorée éclairant le domaine. « Voyez-vous, inspecteur, » dit-il, « le soleil revient toujours après l'orage, mais il ne sèche pas le sol immédiatement. Il reste des traces de pas, faibles, fugaces, qui rappellent nos pas dans l'obscurité. » Faraday suivit son regard. Et les autres, Céleste, le majordome, le personnel, que leur arrive-t-il maintenant? « La vie est faite de choses, » dit simplement Poirot. « Céleste portera son chagrin en silence, comme le font les femmes de son espèce, avec grâce et mémoire. Monsieur Cray trouvera une autre maison, peut-être moins encombrée de fantômes. Et le domaine, ah, il continuera. Un autre héritier viendra, une autre génération bâtira ses illusions. C'est aussi cela, l'ordre. » Faraday eut un petit rire. « On dirait presque que tu parles avec philosophie. » Poirot sourit faiblement. À force d'avoir vu tant de fins, on comprend que la philosophie est la seule forme d'endurance. Il redressa sa cravate et jeta un dernier coup d'œil autour de la pièce. « Il n'y a plus rien à découvrir ici, je crois. Les morts ont dit leurs mots. Les vivants, eh bien, ils doivent apprendre à écouter. » Ils se retournèrent pour partir. Mais au moment où Poirot fermait la porte, une rafale de vent venue du couloir attrapa les rideaux, les tirant juste assez pour que la lumière du soleil effleure le chandelier sur la coiffeuse. L'espace d'un instant, l'argenterie brilla, comme éclairée par une flamme invisible. Poirot marqua une pause, la main sur la poignée, et murmura « Au revoir, madame, l'ordre que vous recherchiez est rétabli. » Plus tard, alors qu'il s'apprêtait à quitter le domaine, Poirot marchait seul sur le chemin de gravier qui serpentait devant la chapelle. L'herbe était humide sous ses chaussures, l'air empreint d'un parfum de pluie et de pierre. Il s'arrêta devant le petit bâtiment, désormais vide et fermé à clé. Un vague souvenir lui revint, celui de la voix de Lady Langford, peut-être, ou celui de la mélodie de la boîte à musique qui persistait dans son esprit. Il retira son chapeau et resta silencieux.
En fin de compte, tu étais ton propre meurtrier, madame, murmura-t-il doucement. Mais pas du corps, seulement de l'illusion. Pour cela, je ne peux pas te condamner. Un rayon de soleil perça les nuages, s'abattant sur la croix usée de la chapelle. Poirot sourit faiblement, remit son chapeau et retourna vers la voiture qui l'attendait. Alors que les roues en Bakakakambra craquaient sur le gravier mouillé et que la maison s'éloignait derrière lui, l'odeur de la pluie s'estompa dans le calme d'un nouveau jour. Le cas de le meurtre à la lueur des bougies s'était fermé. Pourtant, pour Poirot, cela ne resterait pas un triomphe, mais une méditation sur l'orgueil, l'ordre et la flamme fragile qui éclairent toutes les vérités et qui, à la fin, les brûle toutes. Chapitre 12. La lumière qui demeure. 2 jours plus tard, la campagne s'étendait sous un soleil pâle et clément. L'orage qui avait balayé le domaine de Langford était passé, tant dans le ciel que dans l'esprit, laissant derrière lui un léger parfum de terre et de renouveau. Hercule Poirot était assis à la fenêtre de sa modeste auberge de Harrogate, son petit déjeuner intact, le regard fixé sur la route tranquille qui serpentait vers l'horizon. Il n'était pas homme à s'attarder sur le chagrin, mais il existait des cas, rares, qui laissaient une ombre même sur les esprits les plus sages. Il sortit sa montre de poche, regarda l'heure et sourit faiblement. Toujours à l'heure, même quand le cœur ne l'est pas, murmura-t-il. On frappa à la porte. L'inspecteur Faraday entra, chapeau à la main, l'air étonnamment pensif. « Je sors de l'enquête, » dit-il. Le jury a rendu son verdict, meurtre, preuve suffisante contre Grant. Reddick sera jugé pour complicité. C'est fini, Poirot. La justice a rattrapé son retard. Poirot inclina la tête. Ah, la justice humaine. Stable, mais imparfait. Elle a sa place, certes, mais seulement si elle est guidée par la compréhension. Faraday était assis en face de lui, la voix plus basse que d'habitude. Tu as eu raison sur toute la ligne, même si je dois admettre que je n'ai pas vu la moitié de ce que tu as vu. Mais dis-moi, Poirot, te lasses-tu de déchiffrer les gens? Ça ne t'épuise pas de savoir avec quelle facilité la décence peut tourner à la tromperie? Poirot sourit, non pas avec fierté, mais avec mélancolie. C'est vrai, mon ami. Observer trop profondément, c'est voir les failles que les autres franchissent. Mais il ne faut pas désespérer. Le monde, malgré sa cruauté, tend toujours vers l'équilibre. L'orgueil de Lady Langford, l'avidité de M. Grant, la peur du docteur Reddick. Chacun a cherché à rompre cet équilibre. Et pourtant, voilà, à la fin, l'ordre se rétablit. Faraday se pencha en arrière et le regarda. « Vous avez le don de transformer la tragédie en philosophie. Mais dites-moi, entre nous, pensez-vous que Lady Langford savait qu'elle allait mourir cette nuit-là » Poirot regarda de nouveau par la fenêtre. « Oui, dit-il doucement. Elle a invité son destin comme on invite un dernier invité. Elle a tamé et allumé sa bougie en sachant que la flamme la consumerait. Pour ces personnes, le contrôle ne se vit pas en défiant la mort, mais, perfectionnée en mourant ainsi, elle a atteint la seule paix que sa nature lui permettait. » L'inspecteur hocha la tête, pensif. Et les autres, le compagnon, le majordome. L'expression de Poirot s'adoucit. Ils survivront. Céleste quittera l'Angleterre. J'ai fait en sorte qu'elle prenne un poste en France, loin des rumeurs. Quant à M. Gray, il ne servira plus jamais sous un autre maître. Il trouvera l'humilité dans la solitude, et c'est peut-être là la plus douce des justices. Faraday se leva et ajusta son manteau. « Eh bien, mon ami, vous avez vu la justice rendue et la paix rétablie. Je suppose qu'il est temps que vous vous reposiez avant qu'un autre mystère ne vous entraîne dans un autre pays. » Poirot haussa délicatement les épaules. « Repose-toi, mon cher rat. » Mais l'esprit d'Hercule Poirot ne connaît jamais le repos. Une nouvelle énigme se cache toujours dans les recoins tranquilles de la vie. Mais oui, je vais peut-être m'accorder un court instant de répit.
Même la plus méticuleuse des horloges doit se remonter pour être parfaitement à l'heure. Faraday rit doucement. Je te crois sur parole. Il se tourna vers la porte, puis marqua une pause. Dis-moi une chose, Poirot. Quand tu es entré dans cette maison, avant même que nous ayons prononcé un mot, tu semblais déjà savoir. Qu'as-tu vu? Les yeux de Poirot brillèrent, une pointe de malice revenant. Ah ça, inspecteur, c'est simple. J'ai vu du désordre déguisé en élégance, une table trop parfaitement dressée, une bougie trop déséquilibrée, un verre resté inutilisé alors que tous les autres étaient vidés. De telles choses sont petites, très petites, mais pour moi, ils en disent long. L'être humain, voyez-vous, se révèle non pas par ce qu'il montre, mais par ce qu'il néglige. Faraday sourit. Alors, encore un petit détail. Toujours, dit Poirot, c'est le plus petit détail qui rétablit l'ordre le plus grand. Sur ces mots, l'inspecteur partit, laissant Poirot seul avec ses pensées. Il resta assis un moment, silencieux, à écouter le faible tic-tac de l'horloge de l'auberge, le battement régulier du temps. Puis, avec un léger soupir, il plia sa serviette et prit la lettre arrivée le matin même, écrite d'une écriture familière. C'était de Céleste Moreau. « Monsieur Poirot, je voulais vous remercier. Ces derniers jours me semblent une éternité que j'ai échappé à la mort. J'irai en France comme vous me l'avez conseillé. Madame Langford croyait en la bonté, même entourée de ceux qui la trahissaient. Vous m'avez aidé à croire en la même chose. J'allume une bougie pour elle chaque soir. Et même si la flamme vacille, elle perdure. Je pense qu'elle aurait apprécié. Avec gratitude, Céleste. » Poirot le lut 2 fois, le plia soigneusement et le posa près de sa tasse. Il sourit, même si son regard s'adoucit d'une pointe de tristesse. « Non bien, une bougie qui dure, » répéta-t-il doucement. « Bien c'est ainsi qu'il faut s'en souvenir. » Il se leva, prit son chapeau et son manteau, et sortit dans la clarté matinale. L'air était vif, chargé d'une odeur de feuilles mouillées et de fumée lointaine. Sur la route, une voiture passa en cliquetant, ses roues claquant dans les flaques d'eau. Il la regarda disparaître au loin, le cœur étrangement léger, car, bien que le monde fût encore rongé par la tromperie et la folie, Hercule Poirot croyait, profondément inébranlablement, que chaque acte maléfique, une fois découvert, rapprochait l'équilibre de la grâce. La bougie de Lady Langford s'était éteinte, certes, mais en s'éteignant, elle avait illuminé tout ce qui était caché, tout ce qui était obscur. Il ajusta son chapeau, un léger sourire se dessinant sous sa moustache. « L'ordre et la vérité, » murmura-t-il. « L'ordre et la vérité demeurent, même dans la mort. » Et tandis qu'il marchait dans le chemin de campagne tranquille, sa petite silhouette encadrée par la lumière du soleil, le monde autour de lui semblait momentanément en paix, comme si, pendant une matinée fugace, l'ordre qu'il chérissait tant régnait véritablement sur le chaos du cœur humain. La dernière lueur de la bougie de Lady Langford ne persistait pas dans sa maison, mais dans la certitude tranquille de l'homme qui l'avait restaurée. Hercule Poirot, toujours méticuleux, toujours compatissant, marchant sous le ciel sans fin, où le mystère lui-même s'inclinait, ne serait-ce que brièvement, devant l'éclat silencieux de ces petites cellules grises.